Il est entré dans le restaurant, habitué à être servi, à être respecté. Mais ce jour-là, il a vu quelque chose qui a tout changé. Une simple serveuse, dansant joyeusement avec son fils en fauteuil roulant. Et à cet instant, son cœur a été profondément touché. Il ne savait pas que cette jeune femme cachait un secret qui transformerait leurs vies à jamais. Le panorama de Paris s'étendait à perte de vue depuis l'immense baie vitrée du 50e étage, dernier refuge de Victor Lamartine. Les lumières de la ville commençaient à scintiller dans le crépuscule, tandis qu'il contemplait ce royaume dont il possédait une part considérable. Son empire immobilier s'était construit sur des décisions implacables, un instinct affûté et une capacité à rester insensible face aux émotions, traits de caractère qui lui servaient désormais dans un tout autre combat. Survivre au silence assourdissant qui avait envahi sa vie depuis 5 ans, Victor desserra légèrement sa cravate. Un geste rare qu'il ne s'autorisait qu'en fin de journée. Lorsque son armure commençait à peser, sur son bureau en chêne massif, seules 2 photos troublaient l'ordre parfait des dossiers soigneusement alignés. Élise, son sourire lumineux figé à jamais, et Théo, leur fils, dont le regard pétillant appartenait désormais à un passé révolu. « Monsieur Lamartine, votre voiture est prête. » La voix de Gisèle, son assistante depuis 20 ans, interrompit ses pensées. Cette femme au chignon impeccable et au tailleur austère était probablement la personne qui le connaissait le mieux, ce qui n'était pas dire grand-chose. « Merci Gisèle. Les rapports de Neuilly-sur-Seine sont-ils finalisés ? » « Ah, tout est sur votre tablette, monsieur. J'ai aussi ajouté les nouvelles propositions pour le projet des Champs-Élysées. » Victor hocha la tête. Le travail, toujours le travail. Cette obsession qui lui permettait de tenir debout, de respirer, d'exister. Cette drogue qu'il s'administrait quotidiennement pour ne pas sombrer. « Votre sœur a appelé 3 fois aujourd'hui, » ajouta Gisèle avec une légère hésitation. Victor réprima un soupir. Sylvie, depuis la mort d'Élise, sa sœur aînée avait pris le contrôle de sa vie personnelle avec une efficacité redoutable, gérant la maison, organisant son quotidien, et surtout, veillant sur Théo. Sa présence constante était à la fois un soulagement et un fardeau. Elle tenait à vous rappeler le rendez-vous avec le docteur Mercier demain matin, pour Théo. Un nouveau spécialiste, un nouveau miracle promis. Victor avait cessé de compter les médecins, psychologues et thérapeutes qui avaient défilé au manoir Lamartine, tous repartant avec la même expression navrée face à ce garçon de 13 ans qui n'avait plus prononcé un mot depuis cette nuit où la Mercedes avait quitté la route, emportant Élise mais épargnant miraculeusement son fils. Le trajet vers Neuilly-sur-Seine se déroula dans un silence que même les informations diffusées discrètement par le chauffeur ne parvenaient pas à combler. Victor observait Paris, sa Paris, défiler à travers la vitre teintée, les immeubles haussmanniens imposants, les boutiques de luxe, puis progressivement, les rues plus calmes, les jardins soigneusement entretenus, les résidences sécurisées, l'ascension sociale parfaite, du fils d'un simple commerçant de Belleville au magnate immobilier, résidant dans l'une des zones les plus prisées de la capitale. Le manoir Lamartine apparut enfin, imposante bâtisse du XIXe siècle, que Victor avait acquise au sommet de sa réussite, 8 ans plus tôt, une demeure que Élise avait transformée en foyer chaleureux, avant que la mort ne la lui arrache, laissant place à ce musée de souvenirs glacés. Nous sommes arrivés. « Monsieur !» annonça le chauffeur en s'arrêtant devant la grille en fer forgé. Le gravier crissa sous ses pas, tandis qu'il remontait l'allée bordée de marronniers centenaires. La porte s'ouvrit, avant même qu'il n'atteigne le perron. « Tu es en retard, Victor !» Sylvie Lamartine, droit comme un nid dans sa tenue gris anthracite, les cheveux tirés en un chignon sévère qui accentuait ses traits anguleux. À 50 ans, elle conservait cette élégance austère qui intimidait quiconque osait la défier. « J'avais une réunion importante. Tu as toujours des réunions importantes, » répliqua-t-elle avec une pointe d'acidité. « Pendant ce temps, ton fils t'attend. » Cette phrase, répétée quotidiennement comme un mantra accusateur, Victor déposa sa mallette et retira son manteau. Comment va-t-il aujourd'hui ? Comme hier, comme demain, silencieux. Sylvie le précéda dans le grand escalier de marbre. Ses talons claquaient, ponctuation sonore qui résonnait dans l'immensité silencieuse de la demeure. Le dîner sera servi dans 30 minutes. Le domaine de Saint-Lambert a annulé notre réservation pour demain soir. Une histoire de rénovation urgente. J'ai dû improviser une réservation à la Maison du Goût.
Victor fronça les sourcils. Ce petit restaurant du 16e, je n'avais pas d'autre choix à cette heure. C'est convenable, à défaut d'être exceptionnel. Le couloir du 2e étage semblait interminable. Au bout, la porte entr'ouverte de la chambre de Théo laissait filtrer la lumière douce d'une lampe de chevet. Victor s'arrêta un instant, comme toujours. Pour rassembler son courage, Théo était assis à son bureau, penché sur un carnet à dessin. Ses cheveux bruns, identiques à ceux d'Élise, tombaient sur son front concentré. À 13 ans, il montrait déjà les traits fins de sa mère et la carrure naissante de son père. « Bonsoir, Théo ». Le crayon continua sa course sur le papier, traçant les contours d'un paysage marin. Pas un regard, pas un mouvement qui indiquerait que la présence de son père avait été remarquée. Victor s'approcha lentement et s'assit sur le bord du lit. Une routine quotidienne qui ressemblait davantage à une visite à un étranger qu'à des retrouvailles entre père et fils. « J'ai vu que tu as eu une bonne note en mathématiques. » Madame Lenoir était très satisfaite. Le crayon s'arrêta un instant, puis reprit sa danse silencieuse sur le papier. Ce bref moment de pause était la seule reconnaissance que Victor obtiendrait ce soir, et il s'en contenterait, comme chaque jour depuis 5 ans. Demain, nous irons voir un nouveau médecin. Le docteur Mercier. Il paraît qu'il a fait des merveilles avec des cas avec des situations comme la tienne. Victor se tut. Des cas, des situations, jamais les mots justes pour décrire cette absence de mots, ce gouffre qui séparait un père et son fils. Il se leva, hésita un instant, puis posa maladroitement sa main sur l'épaule de Théo, comme toujours. Il sentit son fils se raidir imperceptiblement sous ce contact. « Je te laisse finir ton dessin. À tout à l'heure pour le dîner. » Dans le couloir, Victor s'adossa un instant au mur, fermant les yeux. 5 années de spécialiste, de thérapie alternative, d'espoir déçu, 5 années à voir son fils s'enfoncer dans un monde intérieur inaccessible, dérivant toujours plus loin de lui. Il faut être patient, Victor. La voix de Sylvie le fit sursauter. Elle se tenait à quelques pas, l'observant avec ce mélange de compassion et de jugement qui lui était propre. « Ça fait 5 ans que je suis patient, Sylvie. Et tu continueras à l'être aussi longtemps qu'il le faudra. C'est ton fils. » Cette vérité, simple et brutale, résumait toute la situation. Théo était son fils, et il continuerait à se présenter chaque soir devant cette porte, à s'asseoir sur ce lit, à parler à ce mur de silence, jusqu'à ce qu'un miracle se produise, ou jusqu'à ce que lui-même ne s'effondre sous le poids de cet échec quotidien, dans la salle à manger aux dimensions impressionnantes. Le dîner se déroula comme d'habitude, Sylvie dirigeant la conversation, évoquant les affaires de l'entreprise, les mondanités, les derniers potins du tout Paris, Théo mangeant méthodiquement, sans lever les yeux de son assiette, et Victor, entre eux deux, tentant désespérément d'exister dans ce tableau familial dénaturé, ce soir-là, en regagnant sa chambre, l'ancienne chambre conjugale dont il n'avait jamais eu le courage de changer le moindre objet. Victor ne savait pas encore que le petit restaurant improvisé pour le lendemain soir allait changer le cours de leur existence, que la maison du goût deviendrait le carrefour improbable où son destin rencontrerait celui d'une simple serveuse et de son fils en fauteuil roulant. Il ne savait pas encore que la musique allait bientôt remplacer le silence et que les secrets soigneusement enfouis remontaient inexorablement à la surface. Prêts à tout emporter sur leur passage, pour l'instant, il y avait juste ce silence, ce manoir imposant, et cette solitude écrasante qui semblait ne jamais devoir finir. La maison du goût ne payait pas de mine au premier abord. Nichée entre une librairie ancienne et une boutique de vêtements vintage, sa façade discrète arborait simplement une enseigne en bois vieilli et quelques plantes grimpantes qui encadraient la vitrine. Victor observa l'établissement avec un mélange de méfiance et de résignation, tandis que son chauffeur lui ouvrait la portière. « Je vous attends, monsieur. Ce ne sera pas nécessaire. » Laurent, Sylvie m'a prévenu que le rendez-vous avec le docteur Mercier s'est prolongé. Elle ramènera Théo directement à la maison. Le chauffeur hocha la tête et remonta dans la voiture. Victor resta un instant immobile sur le trottoir, contemplant cet endroit qui détonnait dans son quotidien millimétré. La consultation avec le spécialiste s'était conclue comme toutes les précédentes. Des regards compatissants, des termes médicaux complexes, et cette phrase qu'il détestait désormais. « Il faut du temps, monsieur Lamartine. » Du temps, comme si 5 années ne suffisaient pas. Une petite clochette tinta lorsqu'il poussa la porte du restaurant. L'intérieur était plus chaleureux que prévu. Des murs ocre, des tables en bois sombre, des bougies disséminées çà et là créant une atmosphère intimiste.
Une quinzaine de tables tout au plus, presque toutes occupées. Un contraste saisissant avec les établissements étoilés qu'il fréquentait habituellement. « Bonsoir, monsieur. Vous avez réservé ?» La jeune femme qui l'accueillit avait un sourire franc et des taches de rousseur parsemant son visage. Ses cheveux châtains étaient rassemblés en un chignon désordonné d'où s'échappaient quelques mèches rebelles. « Lamartine, table pour un. »« Bien sûr. »« Suivez-moi. » Elle le conduisit vers une table près de la fenêtre. Victor s'installa, dépliant sa serviette d'un geste mécanique. La carte était courte, manuscrite, proposant des plats simples aux noms évocateurs. Le risotto de grand-mère, le poulet comme à la campagne. Je vous conseille le filet de bar. Notre chef vient de le recevoir ce matin. C'est un délice. Victor leva les yeux. Une autre serveuse se tenait devant lui, plus âgée que la première, la trentaine peut-être. Ses yeux verts pétillaient d'une vivacité rare et son sourire semblait sincère, dépourvu de la déférence calculée qu'on lui témoignait habituellement. Elle portait une simple robe noire sous son tablier blanc, mais se tenait avec une assurance tranquille qui attira immédiatement son attention. « Je prendrai le filet de bar, alors, et un verre de chablis. Excellent choix. » Elle s'éloigna, et Victor se surprit à suivre sa silhouette des yeux. Il y avait quelque chose chez cette femme, une présence qui semblait illuminer l'espace autour d'elle. Il secoua la tête, agacé par cette pensée incongrue. La fatigue, sans doute. Son téléphone vibra. Un message de Sylvie. « Théo est épuisé, je l'ai couché, ne rentre pas trop tard. Le notaire vient demain à 9h. » Victor rangea l'appareil sans répondre. Ces derniers temps, son fils semblait toujours épuisé, comme si le silence lui-même drainait ses forces. Quant au notaire, c'était la 3e révision du testament familial que Sylvie orchestrait depuis la mort d'Élise. Sa sœur semblait obsédée par les questions d'héritage, comme si elle anticipait une catastrophe imminente. Perdu dans ses pensées, il ne remarqua pas immédiatement les premières notes de musique. Un air de jazz doux, presque mélancolique, s'élevait d'un petit espace à l'arrière du restaurant, séparé par un rideau entrouvert. Victor jeta un coup d'œil distrait, puis se figea, son verre à mi-chemin de ses lèvres. La serveuse aux yeux verts était là, dans cet espace transformé en piste de danse improvisée, mais ce n'était pas sa présence qui l'avait saisie, c'était ce qu'elle faisait. Elle dansait avec un jeune garçon en fauteuil roulant. Le spectacle était à la fois étrange et magnifique. L'enfant, qui devait avoir une dizaine d'années, portait des écouteurs reliés à un téléphone que la femme tenait dans sa main. Elle guidait le fauteuil avec une grâce surprenante, tournant, s'arrêtant, reprenant, comme si la chaise et l'enfant ne faisaient qu'un avec elle, et le visage du garçon. Victor sentit sa gorge se nouer. Ce visage rayonnait d'une joie pure, absolue. Ses yeux, identiques à ceux de la femme, brillaient d'excitation, tandis que ses mains battaient parfois la mesure sur les accoudoirs. C'est la musicothérapie. Victor sursauta. La jeune serveuse qui l'avait accueilli se tenait près de lui. Un plat à la main. Pardon. Ce que fait Camille avec son fils, c'est de la musicothérapie. Elle a appris ça quand elle faisait du bénévolat à l'hôpital Necker. Ça aide Bastien à se sentir libre, je suppose. Elle déposa le filet de bar devant lui. « C'est son fils ?» demanda Victor, incapable de détacher son regard de la scène. « Oui, Bastien a eu un accident d'autocar il y a 3 ans. Son père est mort sur le coup, lui a perdu l'usage de ses jambes. » Elle eut un petit sourire triste. Mais comme dit Camille, tant qu'il peut encore sentir la musique, la phrase resta en suspens. Mais Victor comprit. Il observa la danse improbable. Hypnotisé, la femme Camille murmurait quelque chose à l'oreille de son fils, qui hochait la tête avec enthousiasme. Elle ajusta alors les écouteurs, changea apparemment de morceau, et la danse reprit, différente, plus lente, plus intime. Bastien peut encore sentir la musique. Cette phrase tournait en boucle dans l'esprit de Victor, tandis que son regard allait de l'enfant radieux en fauteuil à son propre reflet dans la vitre, l'image d'un homme aux traits tirés, aux yeux éteints, et derrière ce reflet, comme un fantôme, Théo et son silence. Théo qui adorait la musique. Avant, Théo qui jouait du piano avec sa mère. Théo qui s'endormait chaque soir, bercé par les mélodies qu'Élise fredonnait. Un souvenir s'imposa brutalement à lui. Cette nuit, la nuit de l'accident, les phares aveuglants d'un camion, la pluie battante qui transformait la route en miroir noir, et sa propre voix, insistante. On continue, on est presque arrivé.
Malgré les réticences d'Élise, malgré la tempête qui s'intensifiait, la Mercedes qui dérape, le cri d'Élise, le silence assourdissant qui suit l'impact, et puis, cette image qu'il ne pourra jamais effacer, Théo, couvert de sang, regardant le corps sans vie de sa mère à travers la vitre brisée, ses lèvres s'ouvrant sur un hurlement qui ne viendrait jamais. « Tout va bien, monsieur ». La voix de la jeune serveuse le ramena brutalement au présent. Victor réalisa qu'il n'avait pas touché à son assiette. « Oui, oui. Pardonnez-moi, c'est parfait. » Il se força à manger, mécaniquement, tandis que son esprit continuait d'osciller entre le souvenir traumatique et la scène qui se déroulait à quelques mètres de lui, cette femme, Camille, et sa façon d'atteindre son fils à travers la musique, cette connexion qui semblait transcender les mots. Une idée folle commença à germer dans son esprit. Une idée désespérée, peut-être. Mais n'était-il pas justement un homme au bord du désespoir? Lorsqu'il régla l'addition, ses yeux cherchèrent à nouveau la silhouette de Camille. Elle était maintenant au bar, essuyant des verres tout en discutant avec un homme âgé qui devait être le propriétaire. Son fils était assis non loin, feuilletant un livre d'images, ses écouteurs toujours vissés sur les oreilles. Victor sortit son téléphone et composa le numéro de Georges, son assistant personnel. « J'ai besoin d'informations sur une personne, ce soir », dans la voiture qui le ramenait vers le manoir Lamartine. Victor contemplait les lumières de Paris qui défilaient, mais ne les voyait pas vraiment. Dans son esprit, deux images se superposaient sans cesse. Celle d'un enfant privé de ses jambes, mais dont le visage rayonnait au rythme de la musique, et celle d'un autre enfant, physiquement intact mais enfermé dans un silence que rien ne semblait pouvoir briser. À cet instant précis, la décision était déjà prise. Même s'il ne l'admettait pas encore, cette femme, cette Camille Thibault, et sa musicothérapie, il la voulait, pour Théo, pour lui-même, peut-être. Aussi, par tous les moyens nécessaires, dès le lendemain matin, Georges lui apporterait un dossier complet. Camille Thibault, 32 ans, serveuse à la Maison du Goût depuis 4 ans, mère célibataire d'un garçon handicapé, difficultés financières chroniques pour payer les traitements de son fils, appartement modeste dans le 15e arrondissement, passion pour la musique, travail bénévole auprès d'enfants malades. Victor Lamartine, l'homme qui avait bâti un empire en identifiant les failles et les besoins de chacun, savait déjà exactement ce qu'il allait proposer, et pour la première fois depuis 5 ans, il sentit une étincelle d'espoir s'allumer dans sa poitrine. Camille Thibault fixait le chiffre inscrit sur le petit carton. Clignant des yeux comme pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une hallucination, le triple de son salaire actuel, une somme qui résoudrait d'un coup tous ses problèmes financiers, qui permettrait à Bastien d'accéder à des traitements jusqu'alors inaccessibles, qui les sortirait enfin de cette précarité permanente. « Je comprends que ma proposition puisse vous surprendre, mademoiselle Thibault. » La voix de Victor Lamartine était calme, mesurée, comme s'il lui proposait simplement une tasse de café et non de bouleverser entièrement leur existence. Ils étaient assis dans un petit salon de thé près de la Maison du Goût. À l'heure où Bastien était à sa séance de kinésithérapie, 3 jours s'étaient écoulés depuis cette soirée où Victor l'avait observé danser avec son fils. Surprendre, c'est un euphémisme, monsieur Lamartine. Camille reposa le carton sur la table. Vous voulez m'engager comme... Quoi exactement? Une sorte de nounou spécialisé pour votre fils. Je préfère le terme de thérapeute personnel. Théo a vu défiler des dizaines de spécialistes depuis l'accident. Aucun n'a réussi ce que vous semblez accomplir naturellement avec la musique. Camille secoua la tête, incrédule. Mais je n'ai aucune formation officielle. Juste quelques techniques apprises pendant mon bénévolat. Les diplômes m'importent peu. J'ai vu ce que vous faites avec votre fils. Cette connexion. C'est cela dont Théo a besoin. Il y eut un silence. Camille observa l'homme en face d'elle. Grand, imposant, impeccablement habillé. Le genre d'homme qu'elle servait parfois au restaurant et qui ne la remarquait même pas. Sauf que celui-ci l'avait remarqué. Et maintenant, il lui offrait un contrat qui changerait sa vie, trop beau pour être vrai. Vous proposez que nous habitions chez vous, Bastien et moi. Le manoir dispose d'une aile entière inutilisée. Vous auriez votre propre espace, tout en étant disponible pour Théo. Et bien sûr, nous adapterions tout pour les besoins de votre fils. Bastien va à l'école dans le quartier. Il a ses amis, ses repères. L'Institut Saint-Dominique est à 10 minutes du manoir. C'est l'un des rares établissements parisiens parfaitement adaptés aux enfants à mobilité réduite. Bastien y serait accepté immédiatement. Camille haussa un sourcil.
Vous avez fait vos devoirs. Un sourire fugace traversa le visage de Victor. Je suis méticuleux dans mes projets. Et votre fils dans tout ça, est-ce qu'il est, d'accord? L'ombre d'une tristesse infinie passa dans les yeux de Victor. Théo ne parle plus depuis 5 ans, mademoiselle Thibault. Il ne s'exprime que par des dessins, mais il a besoin d'aide, et je suis prêt à tout essayer. Ces derniers mots résonnèrent entre eux. Camille sentit un frisson la parcourir. Cet homme était prêt à tout, y compris à faire venir des étrangers dans sa maison. Sur une simple intuition, cela traduisait soit un désespoir profond, soit une arrogance démesurée. Peut-être les deux. Je dois y réfléchir. En parler à Bastien. Bien sûr. Victor sortit une carte de visite de sa poche intérieure. Mon numéro personnel. J'attendrai votre réponse. 3 jours plus tard. Après d'interminables discussions avec Bastien, des recherches sur Victor Lamartine et sa famille, et des nuits à peser le pour et le contre, Camille finit par accepter une période d'essai de 3 mois. Si ça ne fonctionnait pas, ils reprendraient leur vie d'avant. C'est ainsi qu'en ce froid matin d'octobre, Camille et Bastien franchirent pour la première fois les grilles imposantes du manoir Lamartine, leur maigre possession entassée dans quelques valises. « C'est un château, maman !» s'exclama Bastien, les yeux écarquillés devant l'imposante demeure. Son fauteuil roulant s'immobilisa un instant sur les graviers de l'allée. Camille sourit, dissimulant sa propre appréhension. « Presque, mon chéri, c'est un manoir. » Victor les attendait sur le perron, dans un costume sombre qui semblait être son uniforme quotidien. À ses côtés se tenait une femme élégante aux traits sévères, dont le regard glacial détaillait les nouveaux arrivants avec une hostilité non dissimulée. « Bienvenue au manoir Lamartine », dit Victor en descendant les marches. Il tendit la main à Camille, puis se tourna vers Bastien avec un sourire hésitant. « Tu dois être Bastien, enchanté de te rencontrer. » L'enfant lui rendit son sourire avec la spontanéité qui le caractérisait. « Votre maison est immense. »« Monsieur, on pourrait faire des courses de fauteuils dans les couloirs. » Un éclair d'amusement passa sur le visage de Victor. « Je n'y avais jamais pensé, mais pourquoi pas ?» La femme s'avança, interrompant ce moment de légèreté. « Je suis Sylvie Lamartine, la sœur de Victor. Je gère cette maison. » Son ton ne laissait aucun doute sur la hiérarchie qu'elle entendait établir. « Camille Thibault, et voici mon fils, Bastien. » Sylvie hocha brièvement la tête, ignorant délibérément l'enfant. « Maurice va vous montrer vos appartements. J'ai pris la liberté de préparer un emploi du temps détaillé pour l'adaptation de... » Votre intervention auprès de Théo, le majordome qui venait d'apparaître s'inclina légèrement. « Si vous voulez bien me suivre. » Tandis qu'il traversait le hall monumental au sol de marbre et aux moulures raffinées, Camille sentit le poids du regard de Sylvie dans son dos. Ce premier contact confirmait ses appréhensions. Leur présence n'était pas la bienvenue pour tout le monde dans cette maison. L'aile ouest du manoir, où il fut reconduit, contrastait avec le reste de la demeure. Récemment rénovée, elle offrait des espaces modernes et lumineux. Un petit appartement composé de 2 chambres, un salon et une salle de bain adaptée aux besoins de Bastien. Monsieur Lamartine a fait installer une rampe d'accès et des barres de soutien, expliqua Maurice en leur montrant la salle de bain. Si quoi que ce soit ne convient pas, n'hésitez pas à me le signaler. Bastien explorait déjà l'espace avec enthousiasme, testant l'acoustique de chaque pièce en fredonnant. Sa capacité à s'adapter instantanément à toute nouvelle situation ne cessait d'étonner Camille. « Quand est-ce que je rencontre Théo ?» demanda-t-il soudain, interrompant sa visite exploratoire. Victor, qui était resté en retrait, s'avança. « Théo est actuellement avec son professeur particulier. Peut-être ce soir, au dîner, si tu te sens prêt. » Bastien haussa les épaules avec la désinvolture de ses 11 ans. « Bien sûr, j'ai apporté ma collection de BD. Peut-être qu'il aime Astérix. » Un sourire mélancolique se dessina sur le visage de Victor. Oui, il aimait beaucoup avant. Ce simple mot, « avant », contenait toute la tragédie qui habitait cette maison. Camille l'avait ressenti dès son entrée. Le manoir Lamartine n'était pas seulement un lieu de luxe et de privilèges, c'était aussi un mausolée où le temps semblait s'être arrêté 5 ans plus tôt. Le dîner fut, sans surprise, un désastre, Théo, un adolescent mince aux traits délicats et au regard fuyant. Resta figé lorsque Camille et Bastien entrèrent dans l'immense salle à manger. Ses yeux s'écarquillèrent, puis se remplirent d'une panique visible, qui se transforma rapidement en colère muette. « Théo, je te présente Camille et Bastien, » commença Victor. « Ils vont vivre avec nous quelque temps. »
Le garçon secoua violemment la tête. Ses mains s'agitèrent dans des gestes que Camille reconnut comme une forme rudimentaire de langage des signes. Appris probablement avec l'un des nombreux spécialistes qui s'étaient succédé, « Bastien, à ton âge, enfin presque », poursuivit Victor, ignorant la détresse évidente de son fils. « Il aime les bandes dessinées. » Comme toi. Théo se leva brusquement, renversant son verre d'eau. Le liquide se répandit sur la nappe immaculée, formant une tache qui s'élargissait comme leur malaise collectif. Sans un regard en arrière, il quitta la pièce en courant. Un silence pesant s'installa. Bastien, habituellement si bavard, restait muet, les yeux fixés sur la porte par laquelle Théo avait disparu. Sylvie, assise en bout de table, arborait un sourire satisfait qui ne cherchait même pas à dissimuler son « Je vous l'avais bien dit, je suis désolée », murmura finalement Victor. Théo a des difficultés avec les changements. Camille hocha la tête, comprenant parfaitement la situation. « C'est normal, nous sommes des intrus dans son espace, ça prendra du temps. » « Du temps, répéta Victor avec une amertume à peine voilée. Toujours du temps. Peut-être que je pourrais lui montrer mes écouteurs demain, proposa doucement Bastien, rompant son silence. Ceux qui bloquent tous les bruits sauf la musique qu'on choisit, ça aide quand tout devient trop. Trop tout. Victor regarda l'enfant avec une gratitude soudaine qui serra le cœur de Camille. Ce serait gentil, Bastien, très gentil. Le reste du repas se déroula dans une atmosphère étrange, où la conversation forcée alternait avec des silences gênés. Sylvie ne manquait pas une occasion de glisser des remarques sur l'importance de la vraie famille et des méthodes éprouvées, tout en questionnant subtilement les compétences de Camille, plus tard, alors qu'elle bordait Bastien dans sa nouvelle chambre aux dimensions presque intimidantes. Camille sentit le doute l'envahir. Avait-elle fait le bon choix en acceptant cette proposition? N'était-ce pas présomptueux de sa part de croire qu'elle pourrait aider cet enfant traumatisé, simplement parce qu'elle avait réussi à connecter avec son propre fils à travers la musique? « Tu crois qu'il me déteste ?» demanda Bastien, interrompant ses pensées. « Qui? Théo? Non. Mon cœur, je crois qu'il a peur. » « Peur de quoi ?» Camille caressa les cheveux de son fils. « Parfois, quand on a très mal pendant longtemps, on construit des murs autour de soi, et ces murs deviennent si épais qu'on ne sait plus comment les faire tomber. Même quand on le voudrait. » Bastien réfléchit un instant. Comme quand je ne voulais plus sortir après l'accident. Un peu, oui. Alors peut-être qu'il a besoin de la bonne musique, lui aussi. Il bâilla. Demain, je vais chercher quelle est sa musique. Camille sourit, touchée par la détermination simple de son fils. Tandis qu'il s'endormait, elle contempla la chambre luxueuse, si différente de leur petit appartement. Au dehors, la lune éclairait les jardins immenses du manoir Lamartine. Ils venaient d'entrer dans un monde radicalement différent du leur. Un monde de privilèges et de richesses, certes, mais aussi de secrets et de douleurs silencieuses. Et quelque chose lui disait que les murs de cette demeure cachaient de bien plus que le simple traumatisme d'un enfant ayant perdu sa mère. Une semaine s'était écoulée depuis leur arrivée au manoir, et Camille commençait à comprendre la géographie émotionnelle des lieux. Il y avait les espaces neutres, la cuisine où Marthe, la cuisinière au visage bienveillant, préparait des plats réconfortants, le jardin d'hiver où la lumière créait des motifs dansants sur le sol, la bibliothèque aux milliers de volumes, dont une section entière était dédiée aux albums jeunesse. Puis il y avait les territoires hostiles, le bureau de Sylvie, d'où émanaient des regards suspicieux et des remarques acides, la salle de réception où trônaient les portraits des Lamartine, figures austères qui semblaient juger chaque intrus, et cette mystérieuse aile et de la bibliothèque, toujours fermée à clé, que Sylvie avait catégoriquement déclarée strictement privée. Enfin, il y avait la chambre de Théo, sanctuaire inviolable que l'adolescent défendait par son silence et son absence. Car depuis la désastreuse soirée du dîner, il s'était arrangé pour ne jamais se trouver dans la même pièce que Camille ou Bastien, mangeant à des horaires décalés, se déplaçant comme une ombre dans les couloirs dès qu'il entendait leur voix. Ce matin-là, Camille préparait sa première vraie tentative d'approche, dans la salle de musique, pièce magnifique aux baies vitrées donnant sur le parc, où un piano à queue Steinway trônait, couvert d'une housse comme un monument aux souvenirs. Elle disposait méticuleusement le matériel qu'elle utilisait lors de ses sessions avec Bastien. « Tu crois que ça va marcher ?» demanda son fils, manipulant avec précaution un petit synthétiseur. « Je ne sais pas, chérie, mais on doit essayer. » Bastien hocha gravement la tête. À 11 ans, il affichait parfois cette sagesse précoce des enfants que la vie n'a pas épargnée. «
Je pourrais rester cachée derrière le rideau pour voir. Camille hésita. Tu ne préfères pas aller à ta séance d'ergothérapie. S'il te plaît, maman, je serai silencieux comme une souris, promis juré. Elle céda, incapable de résister à ses yeux suppliants. De toute façon, la présence de Bastien serait peut-être bénéfique. Théo avait fui les confrontations directes, mais Camille avait remarqué qu'il observait parfois Bastien depuis sa fenêtre. Lorsque celui-ci jouait dans le jardin, à 10 heures précises, Victor apparut, guidant un Théo visiblement réticent. L'adolescent s'arrêta net en voyant Camille près du piano, mais son père maintint fermement sa main sur son épaule. « Bonjour Théo », dit doucement Camille. « Je ne vais pas te demander de parler ou même de t'approcher. Tu peux rester exactement où tu es. » L'adolescent lança un regard noir à son père, puis se dirigea vers le fauteuil le plus éloigné de la pièce, s'y laissant tomber avec une passivité agressive. Victor échangea un regard incertain avec Camille. « Je vais vous laisser. J'ai une conférence téléphonique dans 20 minutes. » Il s'approcha de son fils. « Essaie, Théo, juste, essaie. » Une fois seule avec l'adolescent, Camille s'assit près de ses instruments, évitant de fixer directement Théo qui regardait obstinément par la fenêtre. « Je vais simplement préparer une session de musicothérapie standard, comme celle que je fais avec Bastien. Tu n'as pas besoin de participer. Tu peux juste observer. » Elle commença à manipuler son matériel, connectant différents appareils, créant un écran d'activité derrière lequel Théo pourrait l'observer sans se sentir observé. Puis elle lança une mélodie douce, à peine audible. « La musicothérapie n'est pas juste écouter de la musique, » expliqua-t-elle, en réglant le volume. C'est créer un espace où le son devient un langage différent, un langage qui contourne les mots. Du coin de l'œil, elle vit Théo tourner légèrement la tête vers elle. Progrès minuscule, mais progrès tout de même. Chaque personne a sa propre musique intérieure. Parfois, cette musique est perturbée par des événements, elle devient dissonante. Notre travail consiste à retrouver l'harmonie. Elle augmenta progressivement le volume, laissant la mélodie emplir doucement la pièce. Une composition simple mais envoûtante, avec des motifs répétitifs qui créaient un sentiment de sécurité. Tu n'as pas besoin de parler pour communiquer, Théo. La musique peut le faire pour toi. Pendant les 20 minutes qui suivirent, Camille continua simplement à faire ce qu'elle faisait habituellement avec Bastien. Créer un paysage sonore apaisant, introduire des variations subtiles, permettre à la musique de raconter des histoires sans paroles. Elle évita soigneusement de regarder directement Théo, mais nota qu'il s'était légèrement détendu, ses épaules n'étant plus aussi crispées. Soudain, un bruit sourd retentit derrière le rideau. Suivi d'un juron étouffé, Théo se redressa immédiatement, les yeux écarquillés. « Désolée, maman. » La tête de Bastien émergea du rideau, son expression contrite. « J'ai fait tomber le métronome. » La panique traversa le visage de Théo, qui se leva brusquement, prêt à fuir, mais avant qu'il ne puisse sortir. Bastien roulait déjà vers le piano. « Hé, tu as vu ce piano, il est génial !» s'exclama-t-il, ignorant délibérément la tension dans la pièce. Il s'arrêta devant l'instrument imposant. « Tu sais jouer ?» Théo resta figé près de la porte, partagé entre son désir de fuir et une curiosité évidente face à ce garçon qui lui parlait comme si tout était normal. « Moi, je ne peux pas vraiment », continua Bastien, en tapotant maladroitement quelques touches. « Mes mains ne sont pas très coordonnées depuis l'accident, mais j'aimerais apprendre. » Camille se tenait en retrait, le cœur battant, n'osant pas interrompre ce moment. Bastien avait réussi en 30 secondes ce qu'elle espérait accomplir en plusieurs sessions. Capter l'attention de Théo, l'adolescent fit un pas hésitant vers le piano, puis s'arrêta. Ses mains s'agitèrent dans ces gestes qu'elle avait déjà observés. « Tu utilises la langue des signes ?» demanda Bastien avec intérêt. « Cool, mais je ne comprends pas. Attends. » Il fouilla dans la poche de son sweatshirt et en sortit un petit carnet et un crayon. « Tiens, c'est comme ça qu'on communiquait à l'hôpital quand je ne pouvais pas parler à cause des tubes dans la gorge. » Théo regarda le carnet un long moment, puis le prit lentement. Il l'ouvrit, contempla la page blanche, puis écrivit quelque chose avant de le tourner vers Bastien. Camille ne pouvait pas voir ce qui était écrit, mais la réaction de son fils fut immédiate. « Non, je ne veux pas que tu joues. Je veux juste savoir si tu sais jouer, c'est différent. » Théo sembla réfléchir, puis écrivit à nouveau. « Avant l'accident ?» lut Bastien à haute voix. « Quel accident ?» L'adolescent détourna le regard, son visage se fermant à nouveau. Mais Bastien,
avec cette intuition qui caractérisait les enfants, changea immédiatement de sujet. « Tu connais le langage de signes secret qu'on a inventé à l'hôpital. C'est pas comme le vrai langage des signes, c'est le nôtre. Regarde. » Il commença à faire des gestes simples avec ses mains. « Ça, c'est « bonjour ». Ça, c'est « j'ai faim ». Et ça, c'est « je m'ennuie à mourir, sors-moi d'ici », très utile pendant les longues consultations ennuyeuses. Un éclair d'amusement traversa le visage de Théo. Il hésita, puis imita maladroitement le geste pour « bonjour ». « Presque », s'exclama Bastien. « Essaye encore. » Comme ça, Camille observait, émerveillée, ce petit miracle qui se déroulait devant elle. Les deux garçons, si différents et pourtant liés par des expériences traumatisantes, commençaient à tisser un fil ténu de communication. Lorsque Victor revint 1 heure plus tard, il trouva une scène qu'il n'aurait jamais osé imaginer. Bastien et Théo assis côte à côte sur le banc du piano, le premier montrant des signes de la main, le second les reproduisant avec une concentration intense. Entre eux, le petit carnet était couvert de dessins et de messages. « Qu'est-ce que... » commença Victor stupéfait. Camille s'approcha doucement. « Ils inventent leur propre langage, » murmura-t-elle. « Une combinaison de signes, de dessins et de musique. De musique. » Comme pour répondre à sa question, Théo posa soudain ses doigts sur les touches du piano. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Ses mains tremblaient, hésitantes, planant au-dessus du clavier comme des oiseaux effrayés. Puis, lentement, une note s'éleva, unique, fragile, suivie d'une autre, et encore une autre. Une mélodie simple, hésitante, mais indubitablement volontaire. Victor porta une main à sa bouche, ses yeux s'emplissant soudain de larmes. « Il joue », murmura-t-il. « Mon Dieu, il joue ». Bastien observait avec fascination les doigts de Théo qui retrouvaient progressivement leur chemin sur le clavier. « C'est quoi cette chanson ?» demanda-t-il. Théo s'arrêta, écrivit quelque chose sur le carnet. « La berceuse de maman », lut Bastien à voix haute. Une émotion brute traversa le visage de Victor. Il s'approcha lentement, comme s'il craignait qu'un mouvement trop brusque ne brise cet instant fragile. « C'est la mélodie qu'Élise chantait chaque soir », expliqua-t-il doucement. Pour l'endormir, Camille sentit son cœur se serrer. Dans ce moment de grâce inattendue, le poids de l'absence d'Élise était plus palpable que jamais. Et pourtant, pour la première fois, cette absence semblait pouvoir être évoquée sans que tout s'effondre. « Est-ce que je peux l'apprendre ?» demanda timidement Bastien. Théo le regarda longuement, puis hocha lentement la tête. Il posa ses mains sur celles de Bastien, les guidant vers les touches adéquates. Depuis la porte, Camille et Victor observaient ce tableau improbable. Un adolescent muet, enseignant une berceuse à un enfant en fauteuil roulant, 2 solitudes qui se rencontraient, 2 blessures qui, ensemble, commençaient peut-être à cicatriser. « C'est la première fois », chuchota Victor, la voix brisée par l'émotion. La première fois qu'il touche ce piano depuis, il n'acheva pas sa phrase. Mais Camille comprit, pour la première fois depuis l'accident, Théo avait franchi une barrière invisible. Ce n'était qu'un début, fragile et incertain, mais c'était un début. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'était que ce moment marquait également le début d'une autre histoire. Car dans l'embrasure de la porte opposée, Sylvie Lamartine observait la scène, les lèvres pincées en une ligne mince, ses yeux brillants d'une inquiétude qui ressemblait étrangement à de la peur. La pluie battait contre les fenêtres du manoir. Lorsque la sonnette retentit, Camille, qui aidait Bastien avec ses devoirs dans le petit salon attenant à leur chambre, leva la tête avec curiosité. Ils n'attendirent personne. Mademoiselle Thibault, Maurice apparut à la porte, son visage habituellement impassible, trahissant une légère contrariété. « Un visiteur pour vous ? Il insiste pour vous voir personnellement. Un visiteur. Qui est-ce ? Un certain docteur Moreau, Julien Moreau. » Camille sentit son cœur manquer un battement. « Julien ? Ici ? Après 3 ans sans nouvelles ? Maman. » Bastien l'observait avec curiosité. « C'est qui ? » ?»« Julien. »« Un ancien ami, » répondit-elle, en se levant, lissant machinalement sa robe. « Maurice, pourriez-vous rester avec Bastien pendant que je vais voir ce qu'il veut ?» Le majordome acquiesça, visiblement soulagé de ne pas avoir à s'occuper de l'intrus plus longtemps, dans le grand hall d'entrée. Julien Moreau attendait, droit comme un i dans son costume sombre, ses cheveux bruns légèrement humides de pluie. 10 ans plus tôt, ils avaient été étudiants ensemble.
partageant 2 années d'une passion intense avant que leurs chemins ne se séparent. Lui poursuivant ses études de médecine, elle abandonnant l'université pour élever seule l'enfant qu'elle portait, fruit d'une brève aventure estivale avec un autre homme, Camille. Son sourire était le même, chaleureux et légèrement arrogant. « Tu es toujours aussi belle. » « Julien !» Elle croisa les bras, créant une barrière invisible entre eux. « Comment m'as-tu trouvé ?» Il haussa les épaules. « Paris est un grand village. J'ai entendu dire à la Maison du Goût que tu avais pris un congé pour un emploi spécial, puis j'ai vu ton nom dans un document au CHU concernant le suivi de Bastien. Il m'a suffi de suivre les miettes jusqu'au manoir Lamartine. » Il regarda autour de lui avec un sifflement admiratif. Sacré changement de décor. « Qu'est-ce que tu veux, Julien ?» Son expression se fit plus sérieuse. « En fait, c'est professionnel. Je suis désormais chef du service de neurologie pédiatrique au CHU. Je dirige un programme expérimental qui pourrait intéresser ton fils. » Le cœur de Camille s'accéléra. Quel genre de programme ? Une nouvelle approche chirurgicale pour les lésions vertébrales. Nous avons obtenu des résultats prometteurs sur 2 patients depuis l'année dernière. Régénération partielle des fonctions motrices. Tu veux dire... Je veux dire que Bastien pourrait remarcher, Camille. Ces mots, tant de fois rêvés, résonnèrent dans le hall immense. Camille sentit ses jambes faiblir. Pourquoi maintenant ? Ça fait 3 ans que Bastien voit des spécialistes, 3 ans que j'envoie son dossier à tous les services de neurologie du pays. Julien eut au moins la décence de paraître gêné. Le programme vient d'être approuvé, et j'ai vu ton nom par hasard dans les dossiers. Je me suis dit que je te devais bien ça, me devais bien ça. Cette phrase laissait entrevoir un monde de culpabilité non résolue, de choix passés et de regrets. « Il y a un prix, n'est-ce pas ?» demanda Camille, soudain méfiante. « Pas dans le sens financier. Le programme est entièrement subventionné, Bastien y aurait accès gratuitement. » Alors quel est le piège ? Julien s'approcha, entrant dans son espace personnel avec cette assurance qui l'avait toujours caractérisé. « Dînons ensemble, ce soir. Je t'expliquerai tout en détail. » Avant qu'elle ne puisse répondre. Un raclement de gorge les interrompit. Victor se tenait dans l'encadrement de la porte du salon, son regard passant de Camille à Julien, avec une expression indéchiffrable. « Pardonnez-moi, » dit-il d'une voix mesurée. « Je ne voulais pas interrompre. » Camille s'écarta instinctivement de Julien. « Victor, je vous présente le docteur Julien Moreau, un ancien ami. Enchanté. » Victor s'avança, tendant une main que Julien serra avec une politesse professionnelle. « Vous êtes médecin, neurochirurgien, chef de service au CHU. Impressionnant. » Un silence tendu s'installa. Camille pouvait presque sentir les ondes de testostérone qui émanaient des 2 hommes s'affrontant du regard. Le DR, Moreau propose d'inclure Bastien dans un programme expérimental, expliqua-t-elle, pour ses jambes. L'expression de Victor s'adoucit immédiatement. Vraiment, c'est une excellente nouvelle. Je suggérais justement à Camille que nous dînions ensemble ce soir pour en discuter, intervint Julien avec un sourire calculé. Et pourquoi ne pas rester dîner ici ? Proposa Victor. Notre chef prépare un risotto aux truffes qui vaut le détour et vous pourriez rencontrer Bastien, voir comment il interagit avec Théo. Les garçons sont devenus proches. Le sourire de Julien se figea légèrement. C'est très aimable, mais je préférerais un cadre plus intime pour discuter des détails médicaux. Je comprends. Victor se tourna vers Camille. Bien sûr, vous êtes libre d'aller où bon vous semble. Je veillerai personnellement sur Bastien ce soir. L'idée de Victor gardant Bastien pendant qu'elle dînait avec Julien créait une dissonance étrange dans l'esprit de Camille, comme si 2 chapitres distincts de sa vie entraient en collision. Maman, la voix de Bastien l'interrompit. Son fauteuil apparut dans le couloir. Maurice le suivant avec une expression résignée. J'ai entendu mon nom. Julien se tourna vers l'enfant, son visage s'illuminant d'un sourire chaleureux. Tu dois être Bastien. Je suis le dehors, Moreau. Vous êtes médecin. Le visage du garçon se ferma instantanément. Je déteste les médecins, sans offense. Bastien, protesta Camille, mais Julien éclata de rire. Aucune offense. Je détestais aussi les médecins à ton âge. Bastien l'étudia avec suspicion. Vous êtes ici pour me faire des piqûres. Non. Je suis ici pour parler à ta mère d'une opération qui pourrait t'aider à remarcher. Les yeux de l'enfant s'écarquillèrent. Pour de vrai, je ne fais jamais de promesses que je ne peux pas tenir, répondit Julien, s'accroupissant pour être à son niveau.
Mais oui, c'est une possibilité, une forte possibilité. Bastien se tourna vers sa mère, les yeux brillants d'un espoir qui lui brisa le cœur. Combien de fois avait-il traversé ce cycle d'espoir et de déception? Est-ce qu'on va le faire, maman? Tous les regards se tournèrent vers elle. Julien, confiant dans son pouvoir de persuasion. Victor, dont les yeux trahissaient une émotion complexe qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer. Et Bastien, son fils, pour qui elle aurait décroché la lune si cela avait pu lui rendre l'usage de ses jambes. « Nous allons en discuter ce soir, » dit-elle finalement, « et nous prendrons la meilleure décision pour toi. » Le restaurant que Julien avait choisi était exactement le genre d'endroit qu'il affectionnait, élégant sans être ostentatoire, avec un service discret et une carte des vins impressionnante, tandis qu'il commandait une bouteille de Bordeaux. Camille l'observait, cherchant des traces du jeune homme impétueux qu'elle avait connu. « Tu n'as pas changé, » dit-il en levant son verre, toujours cette même intensité dans le regard. « Toi, en revanche, tu as changé, chef de service à 35 ans, impressionnant. J'ai toujours su ce que je voulais. Et qu'est-ce que tu veux maintenant, Julien, vraiment ?» Il la regarda droit dans les yeux. Une seconde chance. Camille sentit un frisson la parcourir. Ce n'était pas ce qu'elle attendait. Une seconde chance, pourquoi? Pour nous. Il posa sa main sur la sienne. Je n'ai jamais cessé de penser à toi, Camille, à ce que nous aurions pu avoir. Elle retira sa main. Il n'y a pas de nous. Julien, ça fait 12 ans. J'ai un fils, une vie, un fils qui a besoin de mon programme. Il laissa la phrase en suspens, son implication flottant entre eux comme un nuage toxique. Tu es en train de me faire du chantage. L'opération de Bastien contre... Quoi exactement? Julien eut la décence de paraître gêné. Non, bien sûr que non. Bastien est accepté dans le programme. Quoi qu'il arrive, je ne suis pas un monstre. Alors pourquoi cette mise en scène? Il soupira, passant une main dans ses cheveux. Je ne sais pas m'y prendre. Manifestement, je voulais juste te revoir, savoir si ce que nous avions était vraiment mort. Camille le regarda, cherchant la vérité derrière ses paroles. Julien avait été son premier amour, intense et passionné. Puis était venue la rupture douloureuse, son refus de s'engager, et quelques mois plus tard, sa rencontre avec Benoît pendant ses vacances sur la Côte d'Azur, un homme dont elle n'avait connu que le prénom et quelques photos. Parti trop tôt pour apprendre qu'il allait être père. C'est mort, Julien. Ça fait longtemps. Et pourtant, tu es venu ce soir. Pour Bastien, uniquement pour lui. Il hocha la tête, une tristesse résignée dans le regard. Bien sûr, parlons donc de Bastien. Pendant l'heure qui suivit, Julien lui expliqua en détail le programme expérimental, une combinaison de chirurgie régénérative et de thérapie intensive sur 6 mois. Les risques étaient minimes, les bénéfices potentiellement énormes. Bastien ne courait pas de marathon, mais il pourrait peut-être remarcher avec des béquilles, voire sans aide sur de courtes distances. C'est vraiment miraculeux, murmura Camille, émue aux larmes par cet espoir tangible. La science progresse. Julien hésita, puis ajouta « Il y a autre chose que tu devrais savoir. Nous avons découvert quelque chose d'étrange en examinant le dossier de Bastien. Une anomalie génétique rare. Une anomalie, est-ce grave? Non, pas du tout. C'est juste inhabituel. Je n'ai vu cette séquence particulière qu'une seule fois auparavant, chez un patient décédé il y a quelques mois, un alpiniste mort dans les Pyrénées. » Camille fronça les sourcils, ne comprenant pas pourquoi il mentionnait cela. Et Julien la regarda longuement. « Tu ne m'as jamais parlé du père de Bastien ?» Elle se raidit. « Parce qu'il n'y a rien à en dire. Une aventure d'été. Il n'a jamais su pour Bastien. Tu sais au moins son nom. Benoît. C'est tout ce que je sais, et tout ce dont j'ai besoin de savoir. » Julien hocha lentement la tête, comme s'il résolvait un puzzle intérieur. « Je vois. » Quelque chose dans son ton mit Camille mal à l'aise. « Qu'est-ce que tu ne me dis pas, Julien? Rien d'important pour le traitement. » Il sourit, redevenant le médecin professionnel. « Nous pouvons programmer une première consultation la semaine prochaine. Je t'enverrai les formulaires par mail. » Lorsqu'elle rentra au manoir ce soir-là, Camille était partagée entre l'euphorie de cet espoir pour Bastien et un malaise diffus concernant les motivations réelles de Julien. Dans le hall faiblement éclairé, elle fut surprise de trouver Victor, assis dans un fauteuil. Manifestement en train de l'attendre, « Comment était votre dîner ?» demanda-t-il en se levant. « Instructif,
Elle hésita, puis ajouta « Bastien va bien ?» Il s'est endormi en jouant aux échecs avec Théo. Un sourire adoucit ses traits. « Votre fils est remarquable. » « Merci. » Elle sentit une chaleur inexplicable l'envahir sous ce regard admiratif. « Et le programme de Julien semble vraiment prometteur. »« J'en suis ravie. » Victor s'approcha d'elle. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, un second avis médical, des arrangements particuliers, n'hésitez pas. C'est très généreux, mais Julien a dit que tout était pris en charge. » Victor fronça légèrement les sourcils. « Vraiment, ces programmes expérimentaux sont généralement sous-financés. » Camille réfléchit aux implications. Julien avait-il menti sur la gratuité du programme, ou y avait-il autre chose? Quoi qu'il en soit, continua Victor, sachez que je suis prêt à financer intégralement tout traitement qui pourrait aider Bastien, sans condition. Ces derniers mots résonnèrent entre eux, chargés d'une signification particulière, sans condition, contrairement à l'offre implicite de Julien. « Pourquoi ?» demanda-t-elle doucement. « Pourquoi feriez-vous cela ?» Victor la regarda longuement, une intensité nouvelle dans ses yeux. « Parce que votre fils a réussi en 2 semaines ce que des années de thérapie n'ont pas accompli. Il a ramené Théo à la vie. » Il y eut un silence, chargé d'émotions non dites. Puis, soudain, un bruit de pas les fit se retourner. Sylvie se tenait dans l'escalier, les observant avec un regard glacial. « Victor, j'ai besoin de te parler maintenant. » Son ton ne souffrait aucune réplique. « C'est à propos de l'accident d'Élise. Il y a des détails que nous devrions clarifier. » Camille vit Victor se raidir imperceptiblement. À cette heure-ci, c'est important. Sylvie jeta un regard méfiant à Camille. En privé, tandis que Victor suivait sa sœur à contre-cœur, Camille resta dans le hall, troublée par cette interruption, des détails à clarifier sur l'accident, quelle étrange formulation, comme si la version officielle n'était pas exacte, et pourquoi cette urgence soudaine, précisément ce soir? En montant l'escalier vers sa chambre, Camille réalisa que le manoir Lamartine abritait bien plus de secrets qu'elle ne l'avait imaginé, et que ces secrets commençaient peut-être à s'effriter sous l'effet des changements qu'elle et Bastien avaient introduits dans cette maison aux murs trop épais. L'orage qui éclata cette nuit-là semblait avoir été programmé pour accompagner la tension qui régnait désormais au manoir Lamartine. Allongée dans son lit, Camille écoutait le tonnerre gronder au loin, incapable de trouver le sommeil. Les paroles de Sylvie résonnaient dans son esprit. Des détails à clarifier sur l'accident d'Élise. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Un éclair illumina brièvement la chambre, suivi presque immédiatement du fracas assourdissant du tonnerre. L'orage se rapprochait. Camille se leva, vérifiant par habitude que Bastien dormait paisiblement dans la chambre adjacente. Son fils avait toujours été capable de dormir à travers les pires tempêtes, un talent qu'elle lui enviait souvent. Enfilant sa robe de chambre, elle décida de descendre chercher un livre dans la bibliothèque. Si elle ne pouvait pas dormir, autant mettre ce temps à profit. Le manoir était plongé dans l'obscurité, les couloirs seulement éclairés par la lueur blafarde des éclairs qui filtraient à travers les grandes fenêtres. Camille avançait prudemment, guidée par la petite lampe de son téléphone portable. Arrivée au bas de l'escalier principal, elle entendit des voix étouffées provenant du bureau de Victor. Malgré elle, elle s'approcha, complètement irresponsable. La voix de Sylvie était tranchante, même à travers la lourde porte en chêne. « Tu ne peux pas te permettre cette distraction. » « Ce n'est pas une distraction, Sylvie. » La voix de Victor, plus calme mais tendue. « Pour la première fois en 5 ans, mon fils commence à sortir de sa coquille. Grâce à cette serveuse. Ne sois pas naïf. Elle a un agenda, c'est évident. » « Quel agenda ? » « Aider son fils à remarcher. »« Ne fais pas l'innocent. J'ai vu comment tu la regardes. » Un silence pesant suivit cette accusation. Camille sentit ses joues s'empourprer dans l'obscurité. Elle n'aurait pas dû être là, à écouter cette conversation privée. « Ce qui me préoccupe, » reprit Sylvie d'une voix plus basse que Camille, dut tendre l'oreille pour entendre. « C'est l'influence qu'elle pourrait avoir sur les décisions concernant l'héritage, la succession. Pour l'amour du ciel, Sylvie. » Victor semblait exaspéré. « Est-ce que tout doit toujours se résumer à l'argent avec toi ? L'argent, non. La famille, oui. Les Lamartine ont bâti cet empire sur des générations. Je ne laisserai pas une étrangère tout compromettre. Personne ne compromet rien. » Et cette obsession pour l'héritage, la phrase fut interrompue par un coup de tonnerre particulièrement violent qui fit trembler les fenêtres du manoir. Au même instant, toutes les lumières s'éteignirent. Camille sursauta. Plongée dans une obscurité totale,
Son téléphone, qu'elle avait éteint pour ne pas trahir sa présence, mit quelques secondes à se rallumer. Dans cette brève période d'obscurité complète, elle entendit la porte du bureau s'ouvrir. Paniquée à l'idée d'être surprise en train d'espionner, elle se glissa rapidement dans la pièce la plus proche, la bibliothèque. Le cœur battant, elle referma doucement la porte derrière elle, laissant juste un interstice pour voir le couloir. Sylvie émergea du bureau, une lampe torche à la main, suivie par Victor. « Je vais vérifier le générateur de secours, » dit-il. « Il devrait s'être enclenché automatiquement. Je t'accompagne. » Sylvie semblait réticente à le laisser seul, même pour une tâche aussi banale. Leurs pas s'éloignèrent, et Camille poussa un soupir de soulagement. Elle alluma à nouveau la lampe de son téléphone, éclairant la vaste bibliothèque. Des milliers de volumes s'alignaient sur des étagères qui montaient jusqu'au plafond. Accessible par une échelle mobile en acajou, l'odeur de cuir ancien et de papier lui procura un sentiment apaisant. Malgré la situation, elle se dirigea vers la section des romans contemporains, cherchant quelque chose pour occuper son esprit agité. En passant devant l'aile est, celle que Sylvie gardait toujours verrouillée, elle remarqua avec surprise que la porte était entr'ouverte. Les serrures électroniques avaient dû se désactiver avec la coupure de courant. Camille hésita. Cette section était strictement interdite. Sylvie l'avait clairement établie dès leur arrivée, mais la curiosité l'emporta. Que pouvait bien contenir cette partie de la bibliothèque pour justifier un tel secret? Poussant doucement la porte, elle pénétra dans une pièce plus petite. Visiblement conçue comme un espace de travail privé, un bureau massif occupait le centre, entouré d'étagères contenant principalement des dossiers, plutôt que des livres. Sur le mur, plusieurs photographies encadrées attirèrent son attention. S'approchant, elle découvrit des portraits de famille, les Lamartine à différentes époques. Son regard s'arrêta sur une photo en particulier. Victor plus jeune, souriant, aux côtés d'une femme d'une beauté saisissante. Élise, sans doute, entre eux, un Théo enfant, rayonnant, si différent du garçon silencieux qu'elle connaissait, et légèrement en retrait, Sylvie, déjà austère, et un jeune homme que Camille ne reconnut pas. Sur le cadre en argent, une inscription. Réunion familiale, Saint-Jean-Cap-Ferrat, 2017, 3 ans avant l'accident qui avait tout bouleversé. Un tiroir du bureau était légèrement ouvert. Camille savait qu'elle franchissait une ligne. Mais quelque chose la poussait à continuer. Elle l'ouvrit complètement, révélant un carnet relié de cuir rouge, sur lequel était gravé un simple « E », le journal d'Élise. Camille l'ouvrit délicatement. L'écriture était élégante, fluide. Les premières pages parlaient de Théo, de ses progrès au piano, de petits moments du quotidien. Un amour maternel évident irradiait de chaque ligne. Camille tourna rapidement les pages, consciente qu'elle n'avait peut-être pas beaucoup de temps. Elle s'arrêta net, lorsqu'elle tomba sur une entrée datée de quelques jours avant l'accident. Je ne peux plus ignorer les incohérences. Les chiffres ne mentent pas. Quelqu'un détourne des fonds. Et tout pointe vers S. Comment l'affronter sans détruire la famille? V doit être protégé de cette vérité. Mais j'ai peur que le silence ne fasse qu'empirer les choses. L'idée que B ait pu être victime de cette même manipulation me hante. Demain, nous partons pour la villa. J'y trouverai peut-être la paix nécessaire pour prendre ma décision finale. Camille sentit un frisson lui parcourir l'échine. S pour Sylvie, B qui était B, et surtout, ces incohérences qu'Élise avait découvertes. Pouvait-elle avoir un lien avec l'accident qui lui avait coûté la vie quelques jours plus tard? Un bruit dans le couloir la fit sursauter. Elle remit précipitamment le journal dans le tiroir, mais dans sa hâte, renversa une pile de documents qui se trouvaient sur le bureau. Des feuillets s'éparpillèrent sur le sol, en les ramassant frénétiquement. Son regard fut attiré par un en-tête. Transfert de fonds, compte offshore Caïman. Le document détaillait une série de transactions sur plusieurs années, chacune signée par S. Lamartine, en tant qu'administratrice déléguée. Des pas se rapprochaient. Camille photographia rapidement quelques pages avec son téléphone, replaça les documents et s'apprêtait à sortir lorsqu'un autre dossier attira son attention. Il portait le nom Benoît Lamartine. Succession. Benoît, comme le père de Bastien? Non, impossible. Une coïncidence, forcément. Benoît était un prénom courant, sans avoir le temps d'en voir plus. Camille se glissa hors de la pièce. Refermant doucement la porte derrière elle, elle se précipita vers la section des romans.
Saisissant le premier livre qui lui tomba sous la main, la porte principale de la bibliothèque s'ouvrit au moment même où elle s'installait dans un fauteuil, feignant de lire à la lumière de son téléphone. Camille, c'était Victor, une lampe tempête à la main. Son visage exprimait la surprise mais aussi une certaine inquiétude. « Je n'arrivais pas à dormir », expliqua-t-elle, espérant que sa voix ne trahissait pas son trouble. « L'orage. » « Bien sûr. » Il s'approcha, éclairant le titre du livre qu'elle tenait. Un sourire amusé se dessina sur ses lèvres. Techniques avancées de comptabilité fiscale, une lecture passionnante pour une nuit d'orage. Camille baissa les yeux, mortifiée. Dans sa hâte, elle avait saisi un manuel de comptabilité plutôt qu'un roman. J'essaie d'élargir mes horizons, improvisa-t-elle maladroitement. Victor rit doucement, d'un rire qui parut sincère et détendu pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. Le générateur devrait redémarrer d'une minute à l'autre. Voulez-vous que je vous accompagne à votre chambre ? Elle allait accepter lorsqu'un cri déchirant retentit à l'étage. Bastien ! Oubliant toute prudence, Camille se précipita vers l'escalier, Victor sur ses talons. Son fils faisait parfois des crises respiratoires nocturnes, séquelles de l'accident qui avait endommagé ses poumons en même temps que sa colonne vertébrale. Lorsqu'ils atteignirent la chambre de Bastien, ils le trouvèrent en pleine détresse. Se tenant la poitrine, luttant pour respirer, Théo était là aussi, debout près du lit, son visage habituellement impassible déformé par la panique. Il avait dû entendre Bastien et venir à son secours. Son inhalateur, haleta Camille, cherchant frénétiquement sur la table de nuit. Il doit être quelque part. Théo tira sur sa manche et lui tendit l'inhalateur qu'il avait déjà trouvé. Leurs regards se croisèrent brièvement. Une connexion silencieuse, une compréhension mutuelle. Victor était déjà au téléphone, appelant une ambulance. « Son état est stable », demanda-t-il après avoir donné l'adresse. « Non », répondit Camille, tenant fermement la main de son fils dont la respiration restait laborieuse malgré l'inhalateur. « Il a besoin d'oxygène supplémentaire, l'hôpital. J'ai une voiture plus rapide que n'importe quelle ambulance. » Décida Victor, sans hésiter. Il souleva Bastien dans ses bras. « Théo, va chercher Maurice, qu'il prépare la Mercedes. » À la surprise de Camille, Théo obéit immédiatement, courant hors de la chambre sans un instant d'hésitation. C'était la première fois qu'elle le voyait réagir ainsi à une demande directe. Le trajet jusqu'à l'hôpital se déroula dans un brouillard d'angoisse. Victor conduisait avec une concentration intense, tandis que Camille tenait Bastien contre elle sur la banquette arrière, murmurant des paroles rassurantes à son oreille. Aux urgences. Tout s'accéléra. L'équipe médicale prit Bastien en charge immédiatement, laissant Camille et Victor dans la salle d'attente aseptisée. « Il va s'en sortir », affirma Victor, serrant brièvement sa main. « Il est fort. » Camille hocha la tête, incapable de parler. La peur pour son fils éclipsait tout le reste. Les mystérieux documents, le journal d'Élise, même la mention troublante de ce Benoît Lamartine. 1 heure plus tard, un médecin vint les informer que l'état de Bastien était stabilisé. Ils pouvaient le voir, mais il resterait en observation pour la nuit, dans la petite chambre d'hôpital. Bastien semblait minuscule sous les draps blancs, un masque à oxygène sur le visage. Victor resta en retrait, tandis que Camille s'asseyait au chevet de son fils, caressant doucement ses cheveux. « Je vais chercher du café », murmura Victor après un moment. « Vous en voulez ?» Elle acquiesça avec gratitude. Dès qu'il eut quitté la pièce, la porte s'ouvrit à nouveau. Julien se tenait dans l'encadrement, en blouse blanche, le visage grave. « On m'a appelé quand j'ai vu le nom du patient », expliqua-t-il. « Comment va-t-il ?»« Stable, mais ses crises mal sont de plus en plus fréquentes. » Julien hocha la tête, consultant le dossier. « Les résultats des derniers e-tests sont arrivés ce matin. Je voulais attendre notre prochain rendez-vous, mais puisque tu es là... » Il prit une profonde inspiration, comme s'il s'apprêtait à annoncer quelque chose de difficile. « Tu te souviens de cette anomalie génétique dont je t'ai parlé ? Nous avons approfondi les recherches. C'est extrêmement rare, transmise uniquement par lignée paternelle. Et alors, le seul autre cas que j'ai vu, c'était chez Benoît Lamartine, le frère cadet de Victor, mort dans un accident de montagne il y a 3 ans. Le monde sembla s'arrêter autour de Camille, Benoît Lamartine, le frère de Victor, le dossier qu'elle avait aperçu dans la bibliothèque. Benoît Lamartine, succession. C'est impossible, balbutia-t-elle. Le père de Bastien s'appelait juste Benoît, un vacancier que j'ai rencontré sur la Côte d'Azur. Il ne m'a jamais dit son nom de famille.
Julien la regardait avec une expression indéchiffrable. En quelle année exactement ? 2013, août. L'été où Benoît Lamartine a disparu pendant 3 semaines, prétendument pour réfléchir, avant de revenir annoncer qu'il renonçait à sa part de l'entreprise familiale. Camille sentit la pièce tourner autour d'elle. C'était impossible. Et pourtant, les quelques photos que Benoît lui avait montrées sur son téléphone, cette villa luxueuse qu'il prétendait emprunter à un ami, son aisance financière qu'il expliquait vaguement par des investissements chanceux, sa réticence à parler de sa famille, si c'est vrai, murmura-t-elle, les implications commençant à se dessiner dans son esprit. Si c'est vrai, compléta Julien d'une voix grave. Alors Bastien est le neveu de Victor Lamartine et son héritier légitime. À cet instant précis, Camille leva les yeux et aperçut Victor. Immobile dans l'encadrement de la porte, 2 gobelets de café à la main et une expression de stupéfaction absolue sur le visage, un silence assourdissant envahit la petite chambre d'hôpital. Les gobelets de café que Victor tenait tremblaient légèrement, seul indice visible de son trouble intérieur. Son regard passait de Camille à Julien, puis à Bastien endormi, comme s'il tentait de reconstituer un puzzle dont les pièces venaient soudainement de changer de forme. « Victor » commença Camille, mais les mots lui manquèrent. Il s'avança lentement, déposa les gobelets sur la table de chevet, sans quitter Bastien des yeux. Maintenant qu'il le regardait vraiment, avec cette nouvelle perspective, il se demandait comment il avait pu ne pas voir la ressemblance. Le même front haut, la même courbe des sourcils, des traits si caractéristiques des Lamartine. « Vous êtes le docteur Moreau, je présume », dit-il finalement, s'adressant à Julien avec un calme surprenant. « En effet, et vous êtes certain de vos conclusions ?» Julien soutint son regard. « Les marqueurs génétiques sont sans équivoque. La mutation dont souffre Bastien est extrêmement rare, transmise uniquement par lignée paternelle. J'ai eu le profil génétique complet de votre frère, dans le cadre d'une étude sur les causes de son accident. La correspondance est parfaite. » Victor hocha lentement la tête, comme s'il absorbait l'information goutte à goutte. Puis il se tourna vers Camille. « Vous ne saviez pas ?»« Non », protesta-t-elle avec véhémence. « Jamais il ne m'a dit son nom de famille. Il se présentait simplement comme Benoît. Un photographe, disait-il, en pose créative. » Un sourire triste traversa le visage de Victor. La photographie était sa passion, une passion que mon père considérait comme un passe-temps indigne de l'héritier des Lamartine. Il s'approcha du lit, observant plus attentivement Bastien. L'enfant respirait paisiblement maintenant, le masque à oxygène couvrant une partie de son visage, ses cheveux bruns, son nez. Victor sentit un pincement au cœur. C'était Benoît, en miniature. Comment avait-il pu être si aveugle ? « Je vous laisse », intervint Julien, visiblement mal à l'aise. « Les constantes de Bastien sont bonnes, il pourra sortir demain matin. Et nous programmerons le début des examens préopératoires la semaine prochaine, si vous le souhaitez toujours. » Camille acquiesça distraitement, trop préoccupée par la réaction de Victor pour vraiment prêter attention aux paroles du médecin. Lorsque la porte se referma derrière Julien, un silence pesant s'installa à nouveau. « Racontez-moi, » demanda doucement Victor. « Comment avez-vous rencontré mon frère ?» Camille inspira profondément, rassemblant ses souvenirs de cet été qui semblait maintenant appartenir à une autre vie. C'était à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Je travaillais comme serveuse dans un resort pendant l'été pour financer mes études. La Côte d'Azur, août 2013. Le soleil se couchait sur la mer Méditerranée, teintant l'eau et le ciel de nuances orangées. Camille, épuisée après son service au restaurant de la plage, s'était assise sur les rochers, loin des touristes et du bruit incessant de la station balnéaire. Ce cadrage est parfait. Elle sursauta. Un homme se tenait à quelques mètres, un appareil photo professionnel à la main, capturant le coucher de soleil. Grand, mince, les traits fins, un sourire désarmant. Il s'excusa de l'avoir surprise et se présenta simplement. Benoît, les jours suivants, ils se croisèrent régulièrement. Il venait au restaurant, demandait toujours à être servi par elle. Il lui montrait ses photos, lui parlait de lumière, de composition, d'instants capturés, jamais de sa vie personnelle, jamais de son passé. Quand elle lui posait des questions, il souriait énigmatiquement. « Je suis en vacances de ma propre vie. » 3 semaines passèrent, comme dans un rêve. Promenade sur la plage au crépuscule, discussion jusqu'à l'aube, passion inattendue qui les surprit tous les deux. Puis, un matin, il était parti,
Une simple note. Je dois retourner à ma vie réelle. Pardonne-moi, B. 2 mois plus tard, Camille découvrait qu'elle était enceinte. Je n'ai jamais cherché à le retrouver, conclut Camille, la gorge serrée par l'émotion. J'avais ma fierté et puis, j'avais l'impression qu'il m'avait menti sur tellement de choses. Je ne voulais pas imposer un enfant à quelqu'un qui ne m'avait même pas jugé digne de connaître son vrai nom. Victor l'écoutait attentivement, son visage reflétant une profonde tristesse. Mon frère était complexe, étouffé par les attentes familiales, s'est échappé sur la Côte d'Azur. C'était probablement sa tentative désespérée de vivre, ne serait-ce que brièvement, la vie qu'il aurait choisie. Que s'est-il passé ensuite? Quand il est revenu, Victor se frotta les yeux, comme si le simple souvenir l'épuisait. Il a changé, de façon radicale. Il a annoncé qu'il renonçait à ses parts dans l'entreprise familiale, qu'il voulait vivre sa vie autrement. Mon père était furieux. Sylvie a su en tirer avantage. Camille pensa aux documents qu'elle avait découverts dans la bibliothèque. Benoît Lamartine. Succession. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Il est mort il y a 3 ans, c'est ça. Un accident d'alpinisme dans les Pyrénées. Il s'était découvert une passion pour l'escalade après son retour. Encore une façon de défier notre père, je suppose. Victor eut un sourire amer. Le patriarche des Lamartine est mort 6 mois plus tard, d'une crise cardiaque, selon les médecins, de rage, selon Sylvie. Camille observa Bastien qui dormait paisiblement, inconscient du séisme qui venait de secouer son histoire familiale. Benoît n'a jamais su qu'il avait un fils. Non. Et il ne saura jamais non plus que cet enfant a hérité de sa passion pour la photographie. Victor sortit son téléphone, faisant défiler quelques images avant de le tendre à Camille. « Regardez, j'ai conservé quelques-unes de ses œuvres. Sur l'écran, des photographies saisissantes de paysages, de détails architecturaux, de scènes de rue, toutes partageant cette même sensibilité artistique que Bastien montrait dans ses propres clichés amateurs. Pris avec le petit appareil jetable que Camille lui offrait chaque année pour son anniversaire. Que va-t-il se passer maintenant ? Demanda-t-elle finalement, exprimant la question qui pesait sur eux deux. Victor regarda longuement Bastien avant de répondre. D'abord, nous allons confirmer tout cela par un test ADN officiel. Ensuite, il hésita. Bastien est un Lamartine, le neveu de Théo. Il a des droits légitimes sur l'héritage familial. Un frisson parcourut Camille. Je ne veux pas d'argent, Victor. Je n'ai jamais voulu ça. Je sais. Leurs regards se croisèrent, chargés d'une compréhension mutuelle. Mais ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est une question d'identité, de vérité. Bastien mérite de connaître ses origines. La porte s'ouvrit brusquement, les faisant sursauter. Sylvie se tenait dans l'encadrement, le visage livide. « Victor, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'hôpital m'a-t-il appelé pour une urgence concernant un membre de la famille Lamartine ?» Son regard passa de son frère à Camille, puis se fixa sur Bastien. Une expression indéchiffrable traversa son visage. « Nous devons parler, Sylvie », dit calmement Victor. En privé, dans le couloir, les voix étouffées des deux Lamartine parvenaient par bribes à Camille, l'incrédulité initiale de Sylvie, puis son silence quand Victor mentionna le test ADN à venir, et finalement, cette phrase qui glaça Camille jusqu'aux os, « Tu réalises ce que cela signifie pour l'héritage, pour le contrôle de l'entreprise. » Lorsqu'ils revinrent dans la chambre, Sylvie arborait un masque de politesse froide. « Nous devrions tous rentrer nous reposer. Je vais arranger le transfert de Bastien vers une chambre privée. »« Ce n'est pas nécessaire, » protesta Camille. « Il sort demain matin. »« Néanmoins, » insista Sylvie, « un Lamartine ne reste pas dans une chambre standard, je m'en occupe. » Un Lamartine. Le mot résonnait étrangement aux oreilles de Camille. Son fils, un héritier de l'une des plus grandes fortunes de France. Cette idée lui semblait encore irréelle, comme un mauvais scénario de feuilleton télévisé. 3 jours plus tard, les résultats officiels du test ADN confirmèrent ce que tous savaient déjà. Bastien était bien le fils de Benoît Lamartine, neveu de Victor, cousin de Théo. Dans la grande salle à manger du manoir, un dîner solennel réunissait la famille nouvellement reconfigurée. Bastien, qui avait accueilli la nouvelle avec la curiosité simple des enfants, bombardait Victor de questions sur son père. Il aimait escalader les montagnes comme dans les films. « Oui », répondit Victor avec un sourire nostalgique. Il disait toujours que c'était là qu'il se sentait le plus vivant. Et il prenait des photos aussi, comme moi, exactement comme toi. Il voyait des détails que personne d'autre ne remarquait.
Camille observait cet échange avec un mélange de tendresse et d'appréhension. Le lien qui se tissait entre Victor et Bastien était touchant, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser aux implications plus larges de cette découverte. Théo, quant à lui, semblait étrangement serein face à cette révélation, comme si découvrir que Bastien était son cousin légitimait d'une certaine façon l'affection qu'il lui portait déjà. Il avait même dessiné un portrait des deux garçons côte à côte, sous lequel il avait écrit en lettres maladroites « Cousin ». Seule, Sylvie restait en retrait, son visage trahissant parfois une inquiétude qu'elle tentait de dissimuler derrière une façade de froideur. Elle excusa et quitta la table avant le dessert, prétextant un appel urgent à passer. Plus tard ce soir-là, alors que Camille bordait Bastien, son fils lui posa la question qu'elle redoutait depuis le début de cette affaire. « Est-ce qu'on va devenir riche maintenant, maman, comme dans les contes de fées ?» Elle caressa doucement ses cheveux. « Ce n'est pas aussi simple. » « Mon cœur, et l'argent n'est pas ce qui importe le plus. Je sais, mais peut-être qu'avec l'argent des Lamartine, je pourrais avoir l'opération dont le docteur Moreau a parlé, pour remarcher. » Le cœur de Camille se serra. Bien sûr que c'était ce qui préoccupait son fils, pas l'héritage, pas le statut social. Mais cette possibilité concrète d'améliorer sa condition, l'opération est déjà prévue, qu'importe l'argent, c'est une promesse. Bastien sourit, ses paupières s'alourdissant. J'aimerais bien pouvoir marcher avec Théo dans le jardin et jouer au football avec lui. Un jour, peut-être, quand son fils fut endormi, Camille retourna dans sa chambre et s'assit près de la fenêtre, contemplant le parc plongé dans l'obscurité. La lune éclairait faiblement les silhouettes des arbres centenaires qui avaient de vue défiler des générations de Lamartine. Un léger coup à sa porte l'attira de sa rêverie. Victor se tenait dans l'embrasure. L'air épuisé mais déterminé. « Puis-je entrer ?» Elle acquiesça, soudain consciente de sa tenue simple, un t-shirt et un pantalon de jogging, face à cet homme toujours impeccablement habillé. « J'ai parlé avec mes avocats aujourd'hui », commença-t-il sans préambule. Ils préparent les documents pour reconnaître officiellement Bastien comme héritier légitime de la part de Benoît dans l'entreprise. Camille se raidit. « Je vous l'ai dit, je ne veux pas d'argent. Ce n'est pas une question de ce que vous voulez, Camille. C'est une question de ce qui est juste, de ce qui est légal et de ce que mon frère aurait voulu. » Leurs regards se croisèrent dans la pénombre, chargés d'émotions contradictoires. « Ce qui m'inquiète, » ajouta Victor plus doucement, « c'est la réaction de Sylvie. Elle a beaucoup à perdre dans cette reconfiguration. » Camille pensa aux documents qu'elle avait découverts, au transfert de fonds suspects, au journal d'Élise. Devait-elle partager ces informations avec Victor ? Ou cela ne ferait-il qu'ajouter de l'huile sur un feu déjà dangereux ? Avant qu'elle ne puisse décider, le visage de Victor s'adoucit. « Bastien est extraordinaire, vous savez, pas seulement parce qu'il est le fils de mon frère, mais parce qu'il a votre force, votre résilience. » Ce compliment inattendu la prit au dépourvu. « Merci. » Un silence s'installa entre eux, différent des silences gênés qu'ils avaient connus auparavant, plus profond, plus intime. « Quoi qu'il arrive maintenant, » dit finalement Victor, « sachez que vous avez votre place ici, tous les deux. » Il se leva pour partir, mais s'arrêta à la porte. « Une dernière chose, ces crises respiratoires que fait Bastien, le docteur Moreau pense-t-il qu'elles pourraient être liées à la même condition génétique ? Il n'a pas précisé pourquoi. » Le visage de Victor s'assombrit. Benoît souffrait d'épisodes similaires quand il était enfant. Notre père les considérait comme une faiblesse indigne d'un Lamartine. Il refusait presque de les reconnaître. Cette révélation éclaira d'un jour nouveau la relation complexe que les frères Lamartine avaient dû entretenir avec leur père, la froideur de Victor, sa distance émotionnelle. Étaient-ce là les cicatrices laissées par une enfance sous la coupe d'un patriarche inflexible ? « Bonne nuit, Camille », dit-il doucement en refermant la porte. « Bonne nuit, Victor », murmura-t-elle dans le silence retrouvé de sa chambre. Au même moment, à l'autre bout du manoir, Sylvie Lamartine fixait l'écran de son ordinateur, le visage dur, devant elle. Le testament révisé du patriarche Lamartine, celui qu'elle avait soigneusement modifié après avoir fait exclure Benoît de la succession. Et maintenant, ce fils surgi de nulle part menaçait tout ce qu'elle avait construit. D'une main tremblante, elle ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit une clé, la clé de l'aile et de la bibliothèque, où étaient conservées toutes les preuves qu'elle croyait avoir si soigneusement dissimulées.
La semaine qui suivit la révélation sur l'identité de Bastien transforma le manoir Lamartine en un champ de bataille silencieux. D'un côté, Victor et ses avocats préparaient méthodiquement les documents pour intégrer officiellement Bastien dans la lignée successorale. De l'autre, Sylvie multipliait les réunions à huis clos, les appels téléphoniques furtifs et les visites nocturnes à la liste de la bibliothèque. Au milieu de cette guerre froide, Camille oscillait entre l'émerveillement de voir son fils s'épanouir dans sa nouvelle réalité et l'appréhension grandissante face aux tensions qui couvaient sous la surface policée du quotidien. Un après-midi, alors qu'elle rentrait de l'hôpital où Bastien avait passé ses premiers examens préopératoires, elle trouva Théo qui l'attendait dans le hall, son carnet de communication à la main. C'était la première fois que l'adolescent l'approchait directement, sans la présence rassurante de Bastien ou de Victor. « Bonjour Théo », dit-elle doucement, surprise par cette initiative. Le garçon lui tendit le carnet, ouvert sur une page où il avait dessiné ce qui ressemblait à la bibliothèque, avec une flèche pointant vers une section spécifique. En dessous, un mot, danger. Camille sentit un frisson la parcourir. « Tu essaies de me dire quelque chose sur la bibliothèque ?» Théo hocha vigoureusement la tête. Il tourna la page et dessina rapidement une silhouette féminine portant ce qui semblait être des documents. « Sylvie », murmura Camille. « Sylvie prend des choses dans la bibliothèque. » Nouvel acquiescement. Plus urgent cette fois, Théo ajouta une flamme à son dessin, puis barra violemment toute la page. Le sang de Camille se glaça. Elle veut détruire quelque chose, brûler des documents. Les yeux de Théo s'agrandirent, comme soulagé d'être enfin compris. Il griffonna frénétiquement un dernier mot. Maintenant, sans attendre, Camille se précipita vers la bibliothèque. Théo sur ses talons, à mi-chemin, une odeur âcre les frappa, fumée, lorsqu'ils atteignirent à la porte de la bibliothèque. Une fine volute grisâtre s'échappait par-dessous. Camille hésita une fraction de seconde avant de l'ouvrir. Libérant un nuage plus dense qui les fit tousser, à l'intérieur, Sylvie se tenait près d'une corbeille métallique où des documents brûlaient déjà, projetant des lueurs orangées sur son visage, aux traits déformés par la panique. À ses pieds, une mallette ouverte débordait de dossiers et d'enveloppes. Leurs regards se croisèrent, figés dans un instant de reconnaissance mutuelle. Sylvie comprit que Camille savait. Camille comprit que Sylvie était prête à tout. « Sortez d'ici », siffla Sylvie, sa voix méconnaissable. « Cela ne vous concerne pas. »« Vous brûlez des preuves », répliqua Camille, avançant prudemment dans la pièce. Le journal d'Élise, les documents sur les détournements de fonds. Un rire sec échappa à Sylvie. « Vous êtes plus futée que je ne le pensais, ou plus fouineuse. » Elle jeta un autre dossier dans le feu improvisé, provoquant une gerbe d'étincelles. Peu importe. Dans quelques minutes, il ne restera plus rien. Théo émit un son étranglé, le plus proche d'un cri qu'il ait produit depuis des années. Il fixait avec horreur les flammes qui dévoraient ce qui semblait être des photographies. Ce sont les dernières photos de sa mère, comprit soudain Camille. Horrifié, vous brûlez les souvenirs d'Élise. Des souvenirs, cracha Sylvie, qui contiennent des vérités dangereuses. Élise fouinait aussi, voyez-vous. Elle avait découvert mes arrangements financiers. Elle allait tout dire à Victor ce fameux soir. La révélation frappa Camille comme un coup physique. L'accident, un tragique accident, confirma Sylvie, un sourire sinistre déformant ses lèvres minces. La route était glissante. La voiture a dérapé. Je n'avais pas prévu que Théo serait dans la voiture. Cela compliquait les choses. Le feu commençait à s'étendre, léchant le bord d'une étagère proche. La fumée s'épaississait, rendant la respiration difficile. Théo s'était recroquevillé près de la porte, tremblant de tous ses membres. « Sortez, Théo !» cria Camille. « Va chercher de l'aide !» Mais l'adolescent semblait paralysé, piégé dans sa propre terreur, ses yeux écarquillés fixaient Sylvie avec une horreur nouvelle, comme s'il comprenait enfin la vérité sur la mort de sa mère. « Il ne dira rien !» ricana Sylvie. « Il n'a pas parlé depuis 5 ans. Le choc, vous comprenez ? Voir sa mère. » Elle laissa sa phrase en suspens, savourant visiblement la souffrance visible sur le visage de son neveu. Camille s'avança, essayant d'atteindre la mallette, mais Sylvie fut plus rapide. Elle saisit un lourd presse-papier en cristal et le brandit comme une arme. « N'approchez pas. Tout ceci se terminera bientôt. Le feu va se propager à toute l'aile est, un regrettable accident, la vieille installation électrique du manoir. Sans doute,
La fumée devenait suffocante. Camille sentit sa gorge se serrer, sa vision se brouiller. Elle devait sortir Théo de là. Mais comment? Sylvie bloquait le passage principal, et les flammes commençaient à gagner sérieusement du terrain, alimentées par les milliers de livres anciens. Sylvie? La voix de Victor retentit soudain depuis le couloir. « Qu'est-ce qui se passe? J'ai senti la fumée !» L'expression de Sylvie passa de la détermination froide à la panique. Elle n'avait pas prévu que son frère rentrerait si tôt. « N'entrez pas !» cria-t-elle. « C'est un incendie électrique !» J'essaye de sauver les documents importants. Mais Victor apparut déjà dans l'encadrement de la porte, son visage se décomposant en absorbant la scène, Camille acculée contre une étagère, Théo recroquevillé de terreur, et sa sœur, debout au milieu d'un début d'incendie délibéré, une mallette pleine de documents à ses pieds. « Qu'as-tu fait » murmura-t-il, incrédule. Profitant de la diversion, Camille se précipita vers Théo et le tira vers la sortie. « Il faut évacuer, vite !» Mais au moment où ils atteignaient la porte, un craquement sinistre retentit, une poutre enflammée se détacha du plafond, s'écrasant devant la sortie principale et embrasant instantanément le tapis ancien. Ils étaient piégés. Mon Dieu, souffla Victor, cherchant frénétiquement une issue. La porte de service, derrière les étagères du fond. Sylvie, voyant son plan s'effondrer, saisit sa mallette et tenta de se frayer un chemin vers la sortie de secours. Victor l'intercepta, l'agrippant fermement par le bras. « Tu ne vas nulle part avant de m'expliquer. Lâche-moi !» hurla-t-elle, se débattant comme une furie. « Tu ne comprends pas. J'ai tout fait pour protéger l'héritage, pour garder intact ce que Père a construit. En tuant Élise, la voix de Victor était à peine audible sous le rugissement grandissant des flammes. En détruisant notre famille, le visage de Sylvie se déforma sous l'effet d'une rage primitive. Elle allait tout gâcher. Elle avait découvert les transferts, les manipulations du testament. Elle savait que j'avais fait exclure Benoît. Cette confession arrachée par la panique confirma les pires soupçons de Camille. Près d'elle, Théo émit un son étranglé, ses yeux rivés sur la femme qu'il avait toujours connue comme sa tante protectrice. La fumée devenait irrespirable. Camille tira son t-shirt sur son nez et sa bouche, faisant signe à Théo de l'imiter. Il devait sortir, maintenant. « Bastien !» cria-t-elle soudain. Frappé d'horreur. « Où est Bastien ?»« Avec Maurice, dans l'aile ouest, » répondit Victor, sans lâcher sa sœur qui continuait à se débattre. « Il devrait être en sécurité, mais nous devons déclencher l'alarme. » Sylvie profita de cette distraction pour se libérer violemment, repoussant Victor qui trébucha contre une étagère. Le meuble vacilla dangereusement avant de s'effondrer, déversant une cascade de livres enflammés. Victor parvint à s'écarter juste à temps, mais Sylvie n'eut pas cette chance. Un cri déchirant retentit lorsqu'un coin de l'étagère massive l'atteignit à la jambe, la clouant au sol. « Victor, aide-moi » supplia-t-elle, abandonnant soudain toute fierté face à la douleur et à la terreur. Camille vit l'hésitation traverser le visage de Victor, une fraction de seconde où le frère en lui combattait l'homme qui venait de découvrir l'atrocité commise contre sa femme. Puis, avec un grognement d'effort, il souleva l'étagère, libérant sa sœur. « Par ici !» cria-t-il, soutenant Sylvie qui boitait lourdement. La porte de service. Ils progressèrent péniblement à travers la bibliothèque en flammes, se courbant sous la fumée qui s'épaississait au plafond, les yeux brûlants, la gorge en feu. Camille tenait fermement la main de Théo. Le guidant à travers ce cauchemar, soudain, l'adolescent se figea, arrachant sa main de celle de Camille. Avant qu'elle ne puisse réagir, il se précipita vers une étagère en feu, plongeant ses mains entre les flammes pour arracher un petit objet. Un cadre photo. « Théo, non !» hurla-t-elle, terrifiée. Mais le garçon serrait déjà contre lui le cadre noirci, protégeant ce dernier souvenir de sa mère au péril de sa vie. Lorsqu'il revint vers Camille, ses manches fumaient, révélant des brûlures rouges sur ses avant-bras. Victor avait atteint la porte de service et l'ouvrait avec difficulté. Les gonds déformés par la chaleur, un couloir étroit apparut. Leur unique chance de salut. « Vite !» appela-t-il, poussant Sylvie à l'intérieur, au moment où Camille et Théo allaient les suivre. Un craquement sinistre retentit au-dessus d'eux. Le plafond commençait à céder, dans un mouvement instinctif. Camille poussa violemment Théo en avant, à travers la porte. Juste avant qu'une pluie de débris enflammés ne s'abatte entre eux, Camille, la voix de Victor lui parvint, étouffée par le rugissement des flammes qui formaient maintenant une barrière infranchissable. « Prenez soin de Théo »
cria-t-elle, cherchant désespérément une autre issue, et de Bastien. La fumée était maintenant si dense qu'elle ne distinguait plus rien à plus d'1 mètre. Camille s'accroupit, cherchant l'air plus frais près du sol, sa tête tournée, ses poumons brûlés. Elle allait perdre conscience. Elle le sentait. Puis, à travers le voile de fumée, elle aperçut une lueur différente. La fenêtre, sa dernière chance, rampant sur le sol, elle progressa lentement vers cette promesse d'oxygène, chaque mouvement devenant une torture. Dans le jardin, l'agitation était à son comble. L'alarme incendie avait finalement retenti, et le personnel s'activait avec des extincteurs. Attendant les pompiers, Victor, Théo et Sylvie venaient d'émerger par une porte latérale, couverts de suie, toussant violemment. « Maman !» La voix de Bastien perça le chaos. « Où est maman ?» Son fauteuil était bloqué par Maurice qui l'empêchait d'approcher du bâtiment en flammes. Le visage du garçon reflétait une terreur pure lorsqu'il comprit que sa mère était toujours à l'intérieur. C'est alors qu'une silhouette apparut dans l'encadrement de la fenêtre du premier étage, vacillante, à demi asphyxiée. « Camille !» cria Victor, se précipitant vers le bâtiment, à cet instant précis. Dans le silence horrifié qui avait saisi tous les témoins, une voix retentit, rauque d'avoir été inutilisée pendant 5 longues années, mais parfaitement claire. « Au secours, aidez-la !» Théo venait de briser son silence. Le crépitement des flammes avait laissé place au chuintement monotone des lances à incendie. L'aube pointait à peine, teintant le ciel d'un orange pâle qui semblait refléter les dernières braises dans l'aile est du manoir Lamartine. Camille, allongée sur un brancard dans une ambulance, un masque à oxygène sur le visage, luttait contre l'épuisement pour rester consciente. Autour d'elle, le monde semblait se mouvoir au ralenti. Les ambulanciers s'affairaient, leur voix lui parvenant comme étouffée par un épais brouillard. Malgré sa vision trouble, elle distingua la silhouette de Bastien qui approchait, poussé par Victor. Le visage de son fils était ravagé par l'inquiétude, ses yeux rougis par les larmes et la fumée. « Maman !» Sa voix tremblait, ses mains s'accrochant au bord du brancard. Elle réussit à soulever faiblement sa main pour caresser sa joue, incapable de parler à cause du masque et de sa gorge brûlée par la fumée. Leurs regards se croisèrent, transmettant tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. « Elle va s'en remettre », assura un ambulancier en posant une main rassurante sur l'épaule de Bastien. Quelques jours d'hospitalisation pour surveiller ses poumons, et elle sera sur pied. Victor se tenait légèrement en retrait, son visage habituellement impassible, marqué par une émotion brute. Ses vêtements, d'ordinaire impeccables, étaient noircis par la suie, déchirés par endroits. Il avait l'air d'un homme qui avait traversé l'enfer, ce qui n'était pas loin de la vérité. « Les pompiers ont dit que sans votre intervention, elle n'aurait pas survécu », dit doucement Bastien en se tournant vers lui. Camille suivit son regard, questionnant silencieusement. « Il a fabriqué une échelle de fortune avec une échelle de bibliothèque et une grande table », expliqua Bastien avec une admiration non dissimulée. « Il est monté jusqu'à la fenêtre pour te sortir de là, même si les pompiers lui criaient que c'était trop dangereux. » Victor détourna le regard, visiblement mal à l'aise face à cette description héroïque. N'importe qui aurait fait la même chose. Un silence chargé d'émotions s'installa entre eux, brisé par l'arrivée d'un second brancard. Théo y était allongé, ses avant-bras bandés suite aux brûlures qu'il s'était infligées en sauvant la photo de sa mère. À sa vue, Bastien manœuvra immédiatement son fauteuil dans sa direction. « Tu as parlé ?» dit-il simplement à son cousin. « Tu as vraiment parlé. » Théo hocha faiblement la tête, sa gorge visiblement douloureuse après avoir rompu 5 années de silence par un cri aussi puissant. Ses lèvres formèrent silencieusement les mots. « Je devais le faire. Les médecins disent que c'est un miracle, » intervint Victor, s'approchant du brancard de son fils. Une émotion palpable vibrait dans sa voix. « Il parle de choc libérateur. » Camille observa la scène à travers ses paupières mi-closes, Victor posant doucement sa main sur celle de son fils, Bastien rayonnant malgré la tragédie qui venait de se dérouler, et Théo, dont le visage exprimait pour la première fois depuis des années autre chose que de la peur ou de l'indifférence. Un mélange de soulagement et de détermination. La famille qu'elle avait vue briser à son arrivée semblait renaître des cendres encore fumantes du manoir. Une 3e ambulance se tenait à l'écart. À l'intérieur, Sylvie Lamartine, la jambe immobilisée, attendait d'être transportée non pas à l'hôpital, mais au commissariat central de Paris. 2 officiers de police se tenaient près du véhicule, leur visage grave indiquant la gravité des accusations qui pesaient désormais sur elle.
Le parcours des 3 ambulances se sépara à la sortie de la propriété. L'une vers l'hôpital Necker pour Camille et Théo, l'autre vers la préfecture pour Sylvie, une bifurcation symbolique, marquant la fin d'une époque et le début d'une autre pour la famille Lamartine. Syndrome de stress post-traumatique avec mutisme sélectif, expliqua la phoniatre en refermant le dossier de Théo. Le choc de l'incendie, combiné à la révélation sur la mort de sa mère, a provoqué une réponse neurologique qui a brisé le blocage. C'est extrêmement rare, mais pas sans précédent. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'incendie. Le manoir Lamartine, partiellement ravagé, était en cours de restauration. Victor avait installé toute la famille dans son appartement parisien, un vaste penthouse avec vue sur la tour Eiffel. Camille, officiellement sortie de l'hôpital depuis 3 jours, assistait avec Victor à cette consultation qui marquait le début du long processus de rééducation vocale de Théo. « Combien de temps avant qu'il puisse parler normalement ?» demanda Victor, son inquiétude paternelle transparaissant derrière son calme apparent. « Les cordes vocales sont intactes, mais affaiblies par le non-usage, » répondit la spécialiste. « Avec une thérapie intensive, il pourrait retrouver une voix fonctionnelle d'ici quelques semaines, et une élocution normale en 3 à 6 mois. Et psychologiquement ?» La phoniatre échangea un regard avec la psychologue présente dans la pièce, qui prit la parole. Théo a vécu un double traumatisme, l'accident initial, puis la découverte que cet accident était en fait un meurtre prémédité par un membre de sa famille. C'est une charge émotionnelle immense pour un adolescent. Mais, insista Camille, percevant une note d'espoir dans la voix de la psychologue, mais il a déjà franchi l'étape la plus difficile en brisant son silence, et il dispose d'un environnement familial fort. Le lien qu'il a développé avec son cousin est particulièrement bénéfique. Les traumatismes différents de Bastien et Théo semblent se compléter, pour ainsi dire. Ils s'aident mutuellement à guérir. Victor hocha la tête, pensif, en sortant du cabinet médical. Il s'arrêta devant la baie vitrée donnant sur les jardins où Théo et Bastien les attendaient. Le premier, assis sur un banc, montrait quelque chose sur son téléphone au second qui riait, son fauteuil roulant placé tout près. « C'est étrange, » murmura Victor. « Pendant 5 ans, j'ai consulté les meilleurs spécialistes du monde pour Théo. J'ai dépensé des fortunes en thérapies expérimentales. Et au final, c'est la connexion humaine qui a fait la différence, » compléta doucement Camille. « Parfois, les miracles surviennent dans les moments les plus inattendus. » Leurs regards se croisèrent, porteurs d'une compréhension nouvelle, plus profonde. Ces dernières semaines les avaient rapprochés d'une façon qu'aucun d'eux n'aurait pu anticiper. « Les résultats de l'enquête préliminaire sont arrivés ce matin, » dit Victor, changeant brusquement de sujet. Sylvie a tout avoué, le meurtre d'Élise, la falsification du testament, les détournements de fonds, même l'exclusion de Benoît de l'entreprise familiale reposée sur des documents forgés. Camille frissonna malgré la chaleur de cette journée d'automne. Comment a-t-elle pu, sa propre famille? Sylvie a toujours été différente enfant, elle était déjà obsédée par l'approbation de notre père. Victor détourna le regard, fixant l'horizon parisien. J'aurais dû voir les signes. J'aurais dû protéger Élise et Théo. Camille posa instinctivement sa main sur son bras. Vous ne pouviez pas savoir. J'ai choisi de ne pas voir, corrigea-t-il avec amertume. C'était plus facile de m'enfouir dans le travail, de laisser Sylvie gérer tout le reste. Je lui ai donné le pouvoir de détruire nos vies. Le silence qui suivit était lourd de regrets et de « et si ». Finalement, Camille reprit, sa voix douce mais ferme. Nous ne pouvons pas changer le passé, Victor, mais l'avenir est entre nos mains. Il la regarda, surpris par cette simplicité directe. Un sourire flotta sur ses lèvres. Vous avez raison. Bien sûr. Ils rejoignirent les garçons dans le jardin, où Bastien accueillit immédiatement Camille avec des nouvelles excitantes. « Maman, le docteur Moreau vient d'appeler. L'opération est programmée pour la semaine prochaine. » Le visage de Victor s'illumina. « C'est une excellente nouvelle. »« Et devine quoi ?» poursuivit Bastien, incapable de contenir son enthousiasme. « Il dit que la Fondation Lamartine va financer tout le programme expérimental. Des dizaines d'enfants comme moi pourront être opérés gratuitement. » Camille lança un regard interrogateur à Victor, qui eut la décence de paraître légèrement embarrassé. « J'ai pris quelques initiatives pendant que vous étiez à l'hôpital, la Fondation Élise Lamartine pour la recherche pédiatrique. Il me semblait approprié. C'est remarquable, » balbutia Camille, émue. Théo tira doucement sur la manche de son père, lui tendant son carnet de communication.
un outil qu'il utilisait encore lorsque sa gorge fatiguée ne lui permettait pas de parler. Victor lut à haute voix. « Est-ce que maman serait fière ?» Sa voix se brisa légèrement. « Oui, Théo, je crois qu'elle serait très fière. De toi, surtout. » L'adolescent sourit. Un sourire encore rare, mais de plus en plus fréquent. Il griffonna quelque chose d'autre, que Victor lut en silence cette fois, ses yeux s'emplissant de larmes qu'il tenta vainement de dissimuler. Plus tard, lorsque Camille lui demanda ce que Théo avait écrit, Victor lui montra le carnet, ouvert à la page où s'étalait, dans l'écriture maladroite de son fils retrouvé, ces simples mots « Je suis prêt à jouer du piano à nouveau ». Pour elle, la salle de rééducation de l'hôpital Necker résonnait des notes hésitantes d'un petit synthétiseur, Bastien, allongé sur la table d'exercice, travaillait ses mouvements de jambes au rythme de la musique que Théo jouait consciencieusement. 2 semaines après son opération, les premiers résultats étaient encourageants. Une sensibilité accrue dans les orteils, des contractions musculaires volontaires encore faibles mais bien réelles. C'est exactement ça, encourageait le kinésithérapeute. La musique aide ton cerveau à établir de nouvelles connexions neuronales, continue de te concentrer sur le rythme. Dans un coin de la salle, Camille et Victor observèrent la scène avec un mélange d'espoir et d'émerveillement. La synergie entre les 2 garçons était presque palpable. Théo trouvant dans son rôle de musicothérapeute une confiance nouvelle, Bastien puisant dans cette musique la force de dépasser ses limites. Le docteur Moreau dit que les progrès sont exceptionnels, murmura Camille. Il parle déjà des premiers essais avec des béquilles d'ici 2 mois. Bastien est exceptionnel, répondit simplement Victor. Elle tourna son regard vers lui, étudiant ce visage qui s'était tant adouci ces dernières semaines. La douleur était toujours là, la culpabilité aussi, mais quelque chose d'autre brillait désormais dans ses yeux, une sérénité nouvelle. Peut-être même un début de bonheur. Qu'avez-vous prévu pour la fondation ? Demanda-t-elle, curieuse de ces projets dont il parlait avec une passion grandissante. La première phase est le financement du programme de Julien. Ensuite, nous développerons un centre dédié à la musicothérapie pour enfants traumatisés. Il sourit. J'espérais que vous accepteriez d'en être la directrice. Camille le regarda avec surprise. Moi, mais je n'ai aucune formation académique pour ça. Vous avez quelque chose de plus précieux, l'expérience vécue, et un don naturel que tous les diplômes du monde ne peuvent égaler. Cette offre inattendue la laissa sans voix. Ces dernières semaines, elle s'était habituée à cette vie temporaire dans l'appartement de Victor, se demandant ce qu'elle ferait ensuite. Retourner à la maison du goût lui semblait impossible après tout ce qu'ils avaient traversé. Mais diriger une fondation... J'ai aussi parlé avec les avocats, poursuivit Victor, interprétant son silence comme de l'hésitation. La part de Benoît dans l'entreprise sera transférée à un fonds fiduciaire au nom de Bastien. Il pourra y accéder à sa majorité, mais en attendant, les dividendes financeront ses soins, son éducation, et, ce que vous déciderez, le regard de Camille se reporta sur son fils, qui, encouragé par Théo, venait de réussir à fléchir légèrement son genou droit, provoquant une explosion de joie chez les 2 garçons. « Nous reconstruirons nos vies », dit-elle doucement. « Pas exactement comme avant, mais peut-être mieux. » La main de Victor trouva la sienne, l'enveloppant d'une chaleur rassurante. Dehors, le soleil d'automne filtrait à travers les feuilles dorées, projetant des motifs dansants sur le sol. Rappelle que même dans les heures les plus sombres, la lumière finit toujours par trouver son chemin. Le soleil printanier baignait les jardins du manoir Lamartine, récemment restauré après l'incendie qui avait ravagé son aile est 6 mois plus tôt. Des rangées de chaises blanches s'alignaient sur la pelouse verdoyante. Encadrant une allée centrale parsemée de pétales de rose, une arche fleurie se dressait au bout de ce chemin. Symbolisant le passage vers une nouvelle vie, dans une chambre à l'étage, Camille contemplait son reflet dans le miroir, presque incrédule face à l'image qui lui était renvoyée. La robe ivoire, simple mais élégante, épousait parfaitement sa silhouette. Ses cheveux étaient relevés en un chignon souple, d'où s'échappaient quelques mèches délicatement bouclées. « Tu es magnifique, maman !» déclara Bastien, assis dans son fauteuil près de la fenêtre. Camille se tourna vers son fils, émue par la sincérité qu'elle lisait dans son regard. À 11 ans, dans son costume noir parfaitement taillé, il avait une allure extraordinairement mature. Ces derniers mois l'avaient transformé. Comme il les avait tous transformés. « Comment vont tes jambes aujourd'hui ?» demanda-t-elle, notant qu'il avait posé ses béquilles contre le mur, à portée de main.
Un sourire malicieux éclaira le visage de Bastien. « C'est une surprise. Une surprise. Théo et moi, on a préparé quelque chose. Pour la cérémonie. » Camille haussa un sourcil intrigué. Mais Bastien secoua la tête, maintenant fermement le secret. Depuis la fin de son opération et le succès de sa rééducation, son fils avait gagné en assurance, développant une complicité presque télépathique avec son cousin. Un coup léger retentit à la porte. La jeune femme qui avait aidé Camille à se préparer passa la tête dans l'entrebâillement. « C'est l'heure », annonça-t-elle doucement. Camille prit une profonde inspiration, cherchant à calmer les battements affolés de son cœur. 6 mois plus tôt, lorsque Victor l'avait demandée en mariage sous le grand chêne du parc. Alors que la première neige de décembre transformait le monde en paysage féerique, elle avait dit oui sans hésitation. Pourtant, aujourd'hui, face à l'imminence de ce changement de vie, une vague d'appréhension la submergeait. « Maman !» Bastien avait roulé jusqu'à elle, saisissant sa main tremblante. « Tu es sûre que c'est ce que tu veux ?» La question, posée avec une maturité surprenante, ramena Camille à l'instant présent. Elle s'agenouilla face à son fils, plongeant son regard dans le sien. « Oui », répondit-elle simplement, « c'est ce que je veux. Pas parce que c'est facile ou évident, mais parce que c'est vrai. » Bastien hocha la tête, satisfait par cette réponse sincère. « Alors allons-y. Victor t'attend. » Les jardins du manoir Lamartine bruissaient de conversations étouffées, tandis que les invités, un cercle restreint composé principalement d'amis proches et de partenaires de la Fondation Élise Lamartine, prenaient place sous le doux soleil d'avril. Victor se tenait sous l'arche fleurie, élégant dans son costume sombre, le visage empreint d'une émotion contenue. À ses côtés, Théo, son témoin, se tenait droit et fier. À 14 ans, l'adolescent avait énormément changé depuis cette nuit fatidique, où il avait brisé son silence pour sauver Camille. Sa voix, désormais presque normale après des mois de thérapie intensive, restait teintée d'une légère raucité qui lui conférait un timbre particulier lorsque la musique commença, non pas la traditionnelle marche nuptiale, mais une mélodie plus intime, jouée par un quatuor à cordes. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée du jardin. Camille apparut, radieuse dans sa robe ivoire, guidant le fauteuil de Bastien qui portait fièrement les alliances sur un coussin de velours. Leur progression le long de l'allée fut accueillie par des sourires émus et quelques larmes discrètement essuyées. Arrivé devant l'arche, Bastien fit pivoter son fauteuil pour prendre place à côté de Théo. Tandis que Camille rejoignait Victor, leurs regards se croisèrent, chargés d'une intensité qui rendait presque superflues les paroles qui allaient suivre. La cérémonie fut simple et émouvante. L'officiant évoqua les chemins sinueux qui avaient conduit ces deux âmes l'une vers l'autre, la résilience face à l'adversité et le pouvoir transformateur de l'amour. Lorsque vint le moment d'échanger les alliances, Bastien s'avança. « Avant les anneaux », annonça-t-il d'une voix claire, « Théo et moi avons une surprise. » Un murmure curieux parcourut l'assemblée. Victor et Camille échangèrent un regard intrigué, tandis que Théo se dirigeait vers le piano installé près de l'arche. Un magnifique Steinway racheté pour remplacer celui détruit dans l'incendie. L'adolescent s'installa devant le clavier, ses doigts effleurant les touches avec une assurance retrouvée, puis il commença à jouer les premières notes d'une mélodie que Camille reconnut immédiatement. La berceuse qu'Élise chantait à Théo, celle-là même que Camille avait fredonnée à Bastien depuis sa naissance, sans jamais savoir qu'elle tissait ainsi un fil invisible entre leurs destinées. Mais la véritable surprise vint lorsque Bastien, sous les yeux médusés de l'assemblée, se leva lentement de son fauteuil, s'appuyant sur ses béquilles qu'il avait dissimulées près du piano. Il fit quelques pas hésitants mais déterminés vers sa mère et Victor. « Bastien !» souffla Camille, les larmes aux yeux. « C'est mon cadeau de mariage », expliqua-t-il avec un sourire radieux. « Le docteur Moreau dit que je ne courrai peut-être jamais un marathon, mais je voulais pouvoir marcher à ton mariage. » Victor, visiblement ému, posa une main sur l'épaule du garçon. « Tu es extraordinaire. » La musique de Théo les enveloppait toujours, créant autour d'eux une bulle d'intimité, malgré la présence des invités. Cette mélodie, transmise de mère en fils, puis de cousin à cousin, semblait tisser un lien indestructible entre passé et présent, entre ceux qui étaient repartis et ceux qui continuaient à vivre. L'échange des alliances qui suivit parut scellé par cette magie musicale, les mots prononcés, promesses d'amour, de soutien et de fidélité, résonnaient avec une profondeur particulière, comme amplifiés par tout ce qu'ils avaient traversé ensemble,
lorsque l'officiant les déclara unis par les liens du mariage, et que Victor embrassa tendrement Camille sous les applaudissements des invités, c'était comme si une page se tournait définitivement, non pas pour effacer le passé, mais pour l'intégrer dans un nouveau chapitre, plus lumineux. La réception se déroula dans la grande salle de bal restaurée du manoir. Des tables rondes, ornées de compositions florales printanières, accueillaient les convives, tandis qu'un buffet somptueux mais pas ostentatoire proposait un festin élaboré par le chef de la maison du goût. Un clin d'œil affectueux aux origines de leur rencontre. Au moment du dessert, Théo se leva, attirant l'attention des invités. Sa main tremblait légèrement, trahissant sa nervosité à l'idée de prendre la parole en public. Un défi colossal pour celui qui n'avait pas parlé pendant 5 ans. Sa voix se brisa légèrement, avant qu'il ne reprenne, plus ferme. Je voudrais dire quelques mots. Un silence respectueux s'installa. Victor serra la main de son fils sous la table, lui transmettant sa force. Il y a 1 an, commença Théo, je vivais dans le silence. Pas seulement parce que je ne parlais pas, mais parce qu'il n'y avait plus de musique dans ma vie. Pas de joie, juste des fantômes. Il marqua une pause, cherchant ses mots avec soin. Et puis Camille et Bastien sont arrivés. Ils ont apporté la musique. Ils m'ont montré qu'on pouvait danser même sans pouvoir marcher, parler même sans utiliser sa voix. Ses yeux se tournèrent vers son père et sa nouvelle belle-mère. Je crois que ma mère aurait aimé ça. Voir notre famille reconstruite, différente mais plus forte, c'est ce qu'elle voulait pour nous, je crois. Pas l'argent ou le pouvoir, mais l'harmonie. L'émotion était palpable dans la salle. Camille ne pouvait retenir ses larmes, touchée au plus profond d'elle-même par les paroles de cet adolescent qui avait tant souffert, et qui trouvait maintenant la force de célébrer une nouvelle vie, à Victor et Camille, conclut Théo en levant son verre, et à la musique qui nous a réunis. Les invités se levèrent comme un seul homme, répétant en chœur « À Victor et Camille », plus tard dans la soirée, alors que la fête battait son plein. Camille s'éclipsa un moment sur la terrasse, savourant la fraîcheur de la nuit printanière. Les étoiles brillaient dans un ciel d'une clarté exceptionnelle, comme pour bénir cette journée parfaite. Victor la rejoignit, enveloppant ses épaules d'une étole légère pour la protéger de la brise nocturne. « Oh, tout va bien, Madame Lamartine », demanda-t-il doucement. Le nouveau nom résonna étrangement à ses oreilles, mais avec une justesse qui la surprit elle-même. « Parfaitement bien », répondit-elle en se blottissant contre lui. Ils observèrent en silence le jardin illuminé par des centaines de petites lanternes, où Bastien faisait une démonstration de ses progrès à un groupe d'amis admiratifs, soutenu par Théo qui veillait discrètement sur lui. « Est-ce que tu réalises parfois combien tout ceci est improbable ?» murmura Victor. « Si je n'avais pas été obligé de dîner à la maison du goût ce soir-là, si Bastien n'avait pas été le fils de Benoît, si tu n'avais pas eu ce don pour atteindre les enfants à travers la musique. » Camille sourit, contemplant les constellations qui scintillaient au-dessus d'eux. Ma grand-mère disait toujours que certaines rencontres sont écrites dans les étoiles, que le destin trouve toujours son chemin. Même à travers les détours les plus improbables. Je n'étais pas un grand partisan de la destinée, admit Victor. Mais après tout ce que nous avons vécu, je me demande parfois si Élise, d'une certaine façon, n'a pas orchestré tout cela. La berceuse, murmura Camille, pensive. Cette mélodie que nous connaissions toutes les deux, sans jamais nous être rencontrés, que nous avons transmise à nos fils, comme un fil invisible qui nous reliait déjà. Victor l'enlaça plus étroitement, comme pour s'assurer qu'elle était bien réelle, que ce bonheur retrouvé n'était pas un mirage qui s'évanouirait au premier rayon du soleil, à l'intérieur. La musique changea. Les premières notes de la berceuse d'Élise s'élevèrent à nouveau, arrangées cette fois en une valse douce et envoûtante. « Notre première danse nous attend, je crois », dit Victor en lui tendant la main. Tandis qu'il regagnait la salle de bal, Camille aperçut Théo au piano et Bastien debout à ses côtés, appuyés sur une seule béquille, tournant les pages de la partition. Les deux cousins échangèrent un regard complice en voyant entrer les mariés, sur la piste de danse, entourés de leurs invités qui s'écartaient respectueusement. Victor et Camille commencèrent à valser au rythme de cette mélodie qui avait traversé les années et les tragédies pour les réunir. Dans leurs mouvements parfaitement synchronisés, se lisait l'histoire d'une famille brisée puis reconstruite, différente mais plus forte, comme l'avait dit Théo. Ce n'était pas l'argent ou le pouvoir qui importait, mais l'harmonie, une harmonie née de dissonances douloureuses,
transformée par la magie de l'amour en une mélodie parfaite, la mélodie du destin.